Euh, oui, merci de votre présence. On va démarrer ces ateliers pour les conseillers, les cadres techniques du sport. Peut-être avant de démarrer, je voulais remercier Raphaël Le Cerf, qui est le président du comité régional de gym, parce qu'on est accueilli aujourd'hui dans les locaux du comité régional. Je voulais remercier aussi Louise à la technique, qui est salariée du comité, qui va pouvoir faire toute la réalisation technique, l'enregistrement, les montages qui vous seront transmis après l'intervention. Et puis Geoffroy aussi, merci beaucoup de ton aide et puis de ton accueil. Donc peut-être un petit mot pour nous accueillir sur ces premiers ateliers avant que je présente un petit peu le déroulé. Alors, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est bienvenue à tous. On est effectivement sur le site du comité régional de gymnastique à Rouen pour ceux qui sont en présentiel, et puis en distanciel, vous êtes dans la salle de réunion virtuelle pour les autres. Bienvenue à tous, bons ateliers, c'est ça, les ateliers du sport maintenant, ça a changé de nom. Alors, bons ateliers du sport à tous, profitez-en bien, et puis on vous transmettra le lien du replay dès qu'on aura fini de monter tout ça pour Louise, et puis on sera ravis de partager non seulement cette vidéo, mais aussi d'autres vidéos sur d'autres thématiques qui seront accessibles sur notre chaîne YouTube, et vous pouvez les voir. Il y a d'autres thématiques possibles, notamment sur la prépa mentale aussi, mais vraiment des choses très, très pragmatiques. À voir ce qui vous intéresse, mais n'hésitez pas à aller voir sur cette chaîne YouTube où il y aura d'autres vidéos également qui peuvent vous plaire. Bon atelier à tous. Merci Geoffroy. Peut-être avant de laisser la parole à nos intervenants du jour, je vais présenter un petit peu l'objet de ces ateliers, peut-être un petit peu l'historique, puisqu'en fait ça date un peu, finalement, ça fait à peu près 2 ans qu'on réfléchit sur ce système-là, sur ces ateliers. C'est venu d'un échange entre entraîneurs. Certains font partie en présentiel de l'atelier aujourd'hui, Nicolas était là, sur la nécessité de se concerter. C'était pour des problématiques scolaires, d'aménagement, d'accueil d'élèves sportifs dans les établissements scolaires. Et puis en faisant le tour de table, on s'est rapidement aperçu que les disciplines ne se connaissaient pas tant que ça. Certaines avaient des vraies compétences, et même des compétences partagées. Je reprends Cédric Marie, par exemple, qui est préparateur physique au CRJS de Petit Couronne, et qui est utilisé aussi à la natation, utilisé à l'élan Génie Rouennais, et qu'en fait, on pouvait, en provoquant des temps d'échange, s'enrichir les uns les autres. Donc c'est né de ça, et puis évidemment le concept a séduit Christophe au CRJS de Petit Couronne. Donc on a commencé l'année dernière par les petits déjeuners du CRJS, qui sont devenus les petits déjeuners du sport. Et aujourd'hui les ateliers, donc ça fait sourire Christophe évidemment, parce que 3 fois on change 3 fois de nom dans l'année, ça fait beaucoup. Mais l'ambition de ces ateliers, elle n'est pas locale, elle est régionale, et du coup d'ouvrir justement en visio à tous les cadres qui interviennent dans le champ du sport, toutes les équipes techniques, tous les centres de formation pro et autres filières des projets de performance fédéraux. Et au-delà des petits déjeuners que peut proposer le CRJS, l'idée c'est de proposer des temps d'échange, des espaces d'échange pour que les cadres s'enrichissent des bonnes pratiques. Et ça pourra se faire alors aujourd'hui au comité régional de gymnastique, demain pourquoi pas au Havre, à Lisieux, à Caen, en tout cas sur vos lieux de pratique. L'idée aussi c'est que vraiment ça se fasse pour et par les cadres techniques. C'est vraiment un espace d'échange qui vous est réservé, où vous pouvez choisir les thématiques, alors demander à ce qu'on aborde telle ou telle thématique, ou au contraire proposer, si vous en sentez la compétence et l'envie de transmettre votre façon de fonctionner. Ça peut être ça aussi, de dire, moi, sur tel lieu, à telle date, je peux proposer une intervention sur telle thématique. Et puis qu'on puisse justement faire la promotion et permettre à chacun de s'enrichir justement de vos compétences. Donc une manière un petit peu plus large, l'idée c'est pas de se substituer à ce qui se fait déjà, je pense notamment à l'INSEP qui propose l'INSEP TV avec des ateliers techniques, donc on se rapproche de la formation continue et de l'enseignement. Là non, c'est vraiment des ateliers d'échange. Donc voilà, on verra au fur et à mesure du temps comment tout ça va fonctionner. On en avait déjà fait 4 au niveau local, ça a bien pris. Je crois que c'est vraiment une attente de tous. Donc voilà, ça se réalise aujourd'hui au comité régional de gymnastique. Je dois dire qu'on l'a quand même un peu formalisé, puisque la direction régionale jeunesse et sport, nouvellement DRAGES, direction régionale académique, jeunesse, engagement et sport, a signé une convention avec le comité régional de gymnastique pour toute la réalisation technique. Donc Louise qui nous filme, qui nous enregistre aujourd'hui,
pourra accompagner une dizaine d'interventions sur l'année. Donc toute la partie technique, elle est faite. Après, charge à vous d'être force de proposition et vous enrichir les uns les autres. Voilà. Pour cette première intervention des ateliers, donc, on a le plaisir d'accueillir David Génie, CEN au rectorat. Alors David, tu pourrais aller un petit peu plus loin dans ta présentation, mais très rapidement, David il intervient déjà depuis de nombreuses années sur l'accompagnement des sportifs de haut niveau, et depuis 2 ans à temps plein maintenant pour le rectorat, 3 ans, 2-3 ans, sur la région pour accompagner les sportifs de haut niveau et assimilés. Donc c'est une vraie aide du rectorat, personnel du rectorat qui intervient directement sur les sportifs de haut niveau. Et puis Christophe Cornillot, qui n'est plus à présenter, directeur du CRJS de Petit Couronne. Si, il faut comme te présenter, il faut citer un peu loin dans la présentation si tu veux, ancien conseiller technique régional de tennis de table, et puis aussi avec une compétence sur l'accompagnement de projets, préparation. Voilà, donc pas plus loin pour mes propos. Un dernier rappel sur la technique, puisque donc, le live a l'air de très bien se dérouler. On vous entend très très bien. Donc si vous voulez intervenir, vous nous faites un signal en levant la main. Louise justement nous alertera si vous voulez intervenir et réagir par rapport aux propos. Je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros par contre, parce que comme je disais, on vous entend bien, donc s'il se passe des choses chez vous, on le saura. Et puis on pourrait réagir aux interventions proposées aujourd'hui. Voilà, je pense avoir fait le tour. Messieurs, à vous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Sylvain, je m'appelle David Génie. J'ai un parcours de psychologue du sport. C'est ma première formation. J'ai commencé à travailler auprès de la DRDGS en janvier 2002 sur le CRJS de Petit Couronne. Et progressivement, depuis 3 ans, je suis devenu aussi psychologue éducation nationale, où je participe à l'accompagnement des sportifs de haut niveau de notre académie en Normandie. Voilà. Donc aujourd'hui, la commande c'était la gestion du stress. Donc avec Christophe, on a décidé de se répartir les rôles de la manière suivante. Je vais vous présenter dans un premier temps un éclairage théorique, parce qu'on ne peut pas en faire l'économie, pour pouvoir bien intervenir auprès d'un sportif, ou même pour vous si vous souhaitez intervenir auprès du sportif. Il nous paraissait important d'avoir cette définition claire et qu'on parle chacun, tous, de la même chose. Et dans un deuxième temps, Christophe prendra la main pour expliquer sa façon de travailler en tant qu'accompagnateur de la performance. Et dans un troisième temps, on pourra répondre aussi à vos questions, évidemment, c'est le but du jeu. Moi, mon interrogation pour vous apporter une plus-value sur cette matinée, c'était de savoir si vous aviez besoin d'intervention en tant qu'entraîneur pour intervenir sur ce thème-là auprès de vos sportifs, ou si vous souhaitiez qu'on vous présente comment on résout ce problème-là en tant que professionnel dans la dimension mentale. Donc je pense que Christophe aussi on sera ravis d'avoir vos retours par rapport à cette problématique-là. D'accord ? Voilà, donc tout au long de la présentation, s'il y a des termes que vous ne comprenez pas, s'il y a des choses qui ne vous semblent pas claires, n'hésitez pas à intervenir et on essaiera d'éclaircir tout ça. Voilà. Ok ? On y va ? C'est parti ? Donc, le sport de haut niveau, évidemment, vous le savez tous, c'est un environnement concurrentiel. En plus, en ces temps un peu particuliers, il y a quand même de grosses incertitudes qui sont assez extrêmes, qui ne sont pas optimales. Les sports de haut niveau requièrent des exigences qui sont bien particulières d'un point de vue psychologique, évidemment, mais également d'un point de vue physique. Donc du coup, la gestion du stress, c'est l'un des sujets clés de la préparation mentale, parce qu'en fait, ça va introduire des stratégies de préparation mentale. Mais le stress, il est aussi lié à d'autres problématiques à ce niveau-là, qu'on confond souvent, l'anxiété et les émotions. Donc dans un premier temps, ce que je voudrais, c'est qu'on soit clair sur le stress et l'anxiété. Par rapport à l'anxiété, le stress, il y a une notion de temporalité qui va intervenir. Le stress, c'est un ressenti dans le moment présent. D'accord ? Alors que l'anxiété, c'est une peur qui n'est pas encore arrivée.
c'est quelque chose qui se présente avant la compétition. Donc c'est la peur d'un événement qui ne s'est pas encore produit. Et donc par rapport à cette peur-là, contrairement au stress, l'anxiété est vécue de toute façon de manière négative. Il n'y a rien de stimulant dans cette anxiété-là. Et donc souvent on confond les deux états dans lesquels se présente le sportif. D'accord ? Donc ce matin, on va parler du stress, on ne va pas parler de l'anxiété, même si vous verrez que les réactions physiologiques sont complètement similaires. C'est la raison pour laquelle on les confond. Donc le stress, c'est un événement, un état que l'on ressent sur le moment présent. Alors dans cette gestion du stress, bien évidemment, l'objectif c'est de faire face à la situation dans laquelle le sportif se trouve et in fine de réussir à ce que la performance soit la plus efficace et la plus attendue possible. D'accord ? Donc en gérant le stress, on va essayer d'améliorer la performance, donc qu'elle soit d'ordre gestuel, technique, mais elle peut aussi prendre un aspect stratégique dans le choix des stratégies pour gagner un point par exemple. D'accord ? Donc ce sont les deux objectifs lorsqu'on parle de gestion du stress. Donc la performance, on va passer, Louise. Voilà. Alors, j'ai pris le parti de vous présenter la conception la plus récente du stress. Je ne vais pas refaire tout l'historique avec Selye en 1950. La conception récente et la définition sur laquelle on va partir ce matin, c'est celle-ci. Je vous laisse prendre connaissance, je pense que vous avez accès au diaporama. Mais en soi, le stress, c'est une transaction, c'est-à-dire une évaluation permanente de l'environnement entre le sportif et ses ressources. Cette évaluation que fait le sportif entre ses ressources et les exigences de la situation, c'est comme une balance. C'est-à-dire que lorsque les ressources vont dépasser les exigences de la situation, alors le sportif va engager des stratégies qui seront positives en vue de résoudre l'exigence de la situation. Dans le cas contraire, si les exigences de la situation sont plus importantes que les ressources de l'athlète, alors l'athlète risque de développer des stratégies qui ne seront pas adaptées à la résolution de l'exigence et donc d'être dans une performance attendue. Est-ce que je suis assez clair ? Ouais. Donc en fait, par rapport à cette conception, ce sont des processus qui sont dynamiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la situation en elle-même, elle n'a rien de stressante. Faire un revers au tennis, faire un coup droit au ping-pong, faire une passe au rugby, en soi, ça n'a rien de stressant. Par contre, le stress intervient lors de l'évaluation de l'individu entre ses ressources et l'exigence qui est demandée par la situation. Et en fait, cette évaluation, elle est permanente. Tout au long du match, tout au long d'une intervention qu'on peut faire comme ce matin, l'évaluation se fait de manière permanente. C'est en ça que c'est dynamique. Ça ne s'arrête jamais. Donc, quels que soient les événements du match, cette évaluation, à chaque fois, elle est mise en œuvre par l'athlète. Okay ? Mais en soi, l'exigence, répondre à une question lors d'un examen, se présenter pour jouer au football, pour jouer au rugby, en soi, ça n'a rien a priori de stressant. D'accord ? Alors, cette évaluation, est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît ? Oui. D'accord ? Voilà. Voilà le schéma sur lequel on va s'entendre. Voilà la conception récente. D'habitude, j'ai le tableau, mais là, je vais faire en face de moi. Bon. Les deux mécanismes qui sont importants, ce sont ces deux évaluations que vous voyez sur le côté, là.
C'est-à-dire qu'il y a une évaluation primaire liée aux enjeux de la situation. Et l'évaluation secondaire, c'est l'évaluation que fait l'athlète de ses propres ressources. D'accord? Donc l'évaluation primaire sur les enjeux, donc sur le stress perçu, et l'évaluation secondaire, l'évaluation de ses propres ressources, elle va dépendre évidemment, vous le voyez à gauche du schéma, des caractéristiques personnelles de l'individu, de sa personnalité, de ses croyances, de ses expériences, et évidemment des attitudes qu'il a développées tout au long de l'entraînement. D'accord? Et en fonction de cette évaluation, l'athlète, selon si ses ressources répondent aux demandes de la situation, va mettre en place ce qu'on appelle des stratégies de coping. C'est des stratégies qui vont lui permettre d'être performant ou de l'être un petit peu moins. Donc, les stratégies qui seront adaptées vont permettre d'augmenter la performance, vont permettre de réduire également l'anxiété liée à la préparation à l'événement et vont augmenter la confiance en lui par rapport à ses possibilités d'être performant. A l'inverse, lorsque l'individu, l'athlète, estime que ses ressources ne sont pas suffisantes pour répondre aux demandes de la situation de match, à ce moment-là, il peut mettre en place des stratégies qui sont inadaptées. Et c'est en ça qu'on considère que le stress est négatif. Donc, dans ces situations, on retrouve les doutes, on retrouve les peurs, ça peut même aller jusqu'à la perception de menace. Et donc, du coup, on va se retrouver sur des baisses de performance, on va se retrouver sur ce que vous connaissez tous, les troubles somatiques, la gorge sèche, ce que j'ai un petit peu en ce moment, je ne vous le cache pas. Les difficultés pour aller aux toilettes avant les matchs, des choses comme ça. Mais aussi, surtout, parfois, des diminutions de confiance. Et donc là, on se retrouve bien souvent dans des situations de baisse de performance. Et donc là, vous avez un travail qui va être important pour identifier les types de stratégies qu'a utilisé votre athlète. Et si on revient aux sources de ces stratégies, à la façon dont l'athlète a évalué à la fois ses propres ressources et les exigences de la situation. C'est la raison pour laquelle on voit souvent des gamins ou même des adultes qui n'ont pas de difficulté de stress lors de compétitions dites à enjeu moindre et qui se retrouvent à développer des stratégies inadaptées lors de compétitions où ils ont évalué l'enjeu beaucoup plus important. Alors, les 4 grandes sources de stress liées à la situation, les voici. Au cours de mon expérience, je me suis rendu compte, et aussi dans la littérature en psychologie du sport, les 4 grandes sources de stress chez les athlètes sont liées à la communication de l'entraîneur, du coach, aux exigences de la compétition, aux événements du match. Donc les exigences de la compétition, ça peut être par exemple le niveau attendu par l'athlète pour répondre à la situation. Le niveau de jeu, par exemple, d'un championnat du monde, le niveau de jeu des Jeux Olympiques. Les événements du match, c'est la peur de rater, c'est la peur d'être jugé par l'entraîneur, la peur d'être jugé par les coéquipiers, voire par les gens qui sont dans les tribunes. Et les distractions perturbant le jeu, c'est les erreurs que peuvent faire les coéquipiers, c'est les problématiques que propose l'adversaire. Ça peut être aussi les décisions arbitrales. D'accord ? Ça arrive quelquefois. Et donc, par rapport à ces sources de stress-là, votre rôle en tant que coach, finalement, si on regarde bien, il y a une importance considérable. C'est-à-dire qu'à travers le message que vous allez faire passer,
à travers les mots que vous allez utiliser pour améliorer l'évaluation que va faire votre athlète de ses propres ressources, mais également de la situation, ça va avoir un impact sur les stratégies que votre athlète va utiliser pour faire face à la situation. Je vais vous donner un exemple un petit peu que je connais par rapport au football. Lors de la Coupe du Monde 2006 et des matchs de qualificatifs, lorsque l'équipe de France va en Irlande pour se qualifier, ou au match retour par exemple, la causerie de Raymond Domenech pouvait être la suivante. Bon, ce soir les gars, on n'a pas le droit de perdre. Par contre, faites-vous plaisir. Je suis pas sûr. Voilà, c'est bon courage les gars pour y aller, mais faites-vous plaisir. On n'a pas le droit de perdre, attention. Donc je suis pas sûr qu'au niveau de l'enjeu, des exigences de la compétition, ce soit quelque chose de très léger. C'est un peu pour Domenech. C'est une image. Je ne sais pas s'il a dit ça, Alors, mais on peut voir les choses un petit peu comme ça. je voudrais, enfin, si tu es d'accord, et si vous avez des réactions, n'hésitez pas justement à poser vos questions, à réagir. L'idée, c'est que ce soit interactif et c'est de l'échange de compétences. Donc, tu l'as dit en introduction, s'il y a des choses pas comprises ou qui méritent d'être un petit peu plus appuyées, c'est vraiment pour servir le groupe des cadres ici présents. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Lydie, J'ai une question, mais peut-être que ça va être après. Juste avant, on a évoqué les ressources de la tête. Comment on peut les développer? C'est ma question. Est-ce que c'est vu après? Est-ce que ça peut être développé maintenant? On en parlera après. Parce que j'avais noté moi, donc je voulais savoir. Et pour réagir, Lydie, merci d'intervenir. Peut-être vous présenter quand même, parce que voilà, c'est bien que chacun apprenne à se connaître aussi. Donc, nom, prénom, fonction, et puis vous posez votre question, vous réalisez. Merci. Moi j'ai une question simple. Tu fais un constat sur la com de l'entraîneur qui est importante. Tu nous donnes un mauvais exemple. Est-ce que tu peux nous donner un bon exemple? C'est l'objet des réalisations qui vont venir juste après. D'accord. Voilà. Donc, alors, l'une des difficultés que vous pourriez rencontrer aussi, c'est comment on repère le stress. Alors évidemment, il y a la contre-performance, mais l'idée, c'est essayer d'éviter d'être aussi vous dans l'urgence pour préparer cette compétition-là. Donc l'objectif, c'est de travailler en amont avec votre athlète. Donc les indicateurs qui peuvent vous faire commencer à vous interroger, ils sont de 3 ordres. Le premier, c'est sur le plan comportemental. Lorsque vous êtes à l'entraînement, lorsque vous simulez les situations de match à l'entraînement également, vous pouvez déjà, grâce à votre œil expert, vous rendre compte si la coordination motrice, si le timing, si le relâchement, ou si il y a des événements d'impulsivité chez votre athlète. Ça, c'est les premières alertes. Ensuite, au plan comportemental, souvent, la gestion du stress, elle est liée aussi au fait qu'il n'y a pas de transfert de ce qu'on fait à l'entraînement avec la compétition. C'est-à-dire, je suis très bon à l'entraînement, mais en compétition, je n'ai pas le niveau qui est attendu. Donc ça, déjà, ce sont des indicateurs qui peuvent vous faire penser qu'au niveau du stress, les stratégies utilisées pour la compétition seraient inadaptées. Donc ça, c'est au plan comportemental. Au niveau relationnel, c'est le deuxième type d'indicateur qui va se présenter à vous. C'est les comportements que vous allez identifier chez votre athlète. D'accord? Donc, on a à la fois celui qui est très agressif, celui qui est toujours dans l'opposition, qui a un refus de mettre en place ce que vous avez envie de justement mettre en place, je dirais, d'appliquer le jour de la compétition. Et puis vous avez des athlètes qui traînent les pieds, ça peut arriver, d'accord? Et puis vous avez aussi des comportements de fuite. Enfin, je pense qu'on a tous connu, notamment dans les sports co, les blessures 2-3 jours avant les matchs, ou les sportifs qui sont jamais bien, ou qui se plaignent le jour du match, les stratégies d'auto-handicap en fait, d'accord? Et donc du coup, ça va relativiser un petit peu les ressources de l'athlète et le mettre dans une situation entre guillemets de protection
Dans le sens où finalement, ouais, je suis un peu blessé, mais c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai pas été très performant. Donc j'ai essayé, mais finalement, j'étais pas super bien ce jour-là. Donc bon, c'est pas trop de ma faute. D'accord? Ça, je pense que vous avez des exemples de cette nature-là. Donc ça, c'était pour le plan relationnel. Et enfin, sur le plan physique, c'est tout ce qui est troubles somatiques. D'accord? Donc avant la compétition, donc vous avez peut-être tous, comme moi et Christophe, on a été sportifs aussi. Donc les troubles un peu de la digestion, quelques vertiges, je me sens pas bien. Et puis il peut y avoir aussi, à l'approche de certaines compétitions clés, des accidents musculaires ou tendineux. Des claquages, des élongations, des tendinites qui arrivent bizarrement 15 jours, 3 semaines avant l'échéance. On peut s'interroger par exemple sur au Paris Saint-Germain, depuis 2-3 ans, Neymar qui est toujours blessé au moment où les matchs coup près tombent, par exemple. D'accord ? On peut avoir aussi des troubles fonctionnels, notamment respiratoires et cardiaques, qui sont d'ordre psychosomatique. Il m'est arrivé d'avoir affaire avec des jeunes, comme par exemple au judo, ou même au rugby, c'est arrivé, des cordes vocales qui se crispaient à l'effort et qui provoquaient une asphyxie. Donc il n'y a pas de trouble physiologique. Donc il a fallu aller chercher les troubles psychologiques pour expliquer ces troubles fonctionnels. Donc ça, c'est lié aussi à un stress important qu'il faut absolument pouvoir régler pour que derrière le sportif soit quand même dans des bonnes conditions pour pouvoir performer. Okay ? Donc du coup, ces 3 éléments-là, ces 3 indicateurs sont des indicateurs sur lesquels vous pourriez être attentif pour détecter les ressources dont dispose votre athlète et comment il évalue à la fois la situation et les ressources pour faire face. D'accord ? Les remédiations par rapport à ça. Donc, je vais essayer de répondre un petit peu rapidement à la question de Geoffrey. La première chose, au cours de mes 18 ans maintenant de pratique, je me suis rendu compte que les jeunes allaient à l'entraînement, ne s'entraînaient pas. C'est-à-dire que la compétition n'est pas la routine en fait de ce qu'ils font à l'entraînement. Donc, quand je leur pose la question, mais est-ce que tu vas t'entraîner ou est-ce que tu vas à l'entraînement? Alors déjà, ils ne comprennent pas. Donc, en fait, ils vont s'entraîner à quoi? Mais tu vas t'entraîner. Donc, ça pose la question de est-ce que je suis acteur de ma propre pratique ou est-ce que je suis un peu consommateur de ce que me propose l'entraîneur? Donc, en fait, l'idée, c'est de s'entraîner à la compétition, d'essayer de reproduire au maximum ce que je vais retrouver le jour de la compétition, de manière à ce qu'ensuite on soit libéré de l'enjeu et qu'on mette en place ce que je fais d'habitude à l'entraînement, toujours avec la même intensité, toujours avec la même discipline. Quand on parle de stress, quand on parle d'anxiété, si on revient aux causes des stratégies qui sont inadaptées, vous avez vu que c'était lié aux ressources de l'athlète et à l'évaluation qu'il fait de ses ressources. Et la notion qui intervient quand vous êtes en entretien avec lui, et donc dans cet élément d'évaluation de ses propres ressources. Donc là, il y avait un lien sur une interview de Michael Jordan. Je ne sais pas si on va pouvoir si vous allez avoir le son. Mais c'était extrêmement intéressant la façon dont il présentait. We talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. This whole thing about you practicing. I mean, if you talk to any of your teammates, they would say, even if they saw something in the game, it's like, shoot, you should have saw him Thursday. To practice with you was like they had a game instead of a practice. When I got to the pros with Kevin Lockery, you know, when I was drafted number 3, Kevin Lockery used to put me on the starting 5. We used to be killing the second 5.
But he wanted to test me out. So let's say we're going to 8, and it could be 5-1 or 5-2 against the second team. And if you lose, you got to run. He would switch me in the middle of the game to the second team. And I'm saying, well, okay, he's trying to prove a point. Boom, we'll bounce back and win the game. Those are all training tools for me. And every day in practice was like that to me. It was a competition. So when the game comes, it's nothing that I haven't already practiced. It's a routine. You know, whatever happens in the game now, okay, I've done this before. Jordan for the win. Got it! At the buzzer, he's done it again! Was fear of failure a motivator? I never feared about my skills, you know, because I put in the work. Put him away, MJ. Work ethic eliminates fear. Yes. You know, so if you put forth the work, then what are you fearing? You know what you're capable of doing, what you're not. We're down to 2, now to 1. Here's Jordan. Yes! It is all over. The Chicago Bulls have won at the buzzer in game. As a member of the Chicago Bulls, the last shot, What was that shot? Game 6. The Bulls can win it right here. The Bulls can win it. Unbelievable. 13 seconds left. Jordan left side. I practice as if I'm playing in a game. So when the moment comes in the game, it's not new to me. That's the beauty of the game of basketball. That's the reason why you practice. That's the effort. So when you get to that moment, you don't have to think. Instinctively, things happen. Jordan a drive. Hangs, fires, yes! The Bulls lead 87-86. Michael Jordan with 45 points. Donc je peux pas être plus explicite que le meilleur joueur de tous les temps. D'accord, mais la plupart du temps, quand j'ai un entretien les jeunes ou quand je me présente à l'entraînement pour voir un petit peu comment ça se passe, je trouve que c'est ce qui me manque. Et quand ils intègrent une filière de haut niveau, dans le chemin de l'excellence, de l'exigence, ces choses-là, c'est quelque chose qui a été dilué et c'est quelque chose qui n'ont pas toujours à l'esprit, si vous voulez. Et en fait, le travail de confiance en soi, c'est pas le jour du match que vous allez le travailler, c'est fini, c'est trop tard ce jour-là. En fait, la confiance, elle vient dans la qualité de la préparation à la situation de compétition. Les athlètes ne peuvent avoir confiance qu'en leur façon de se préparer à un moment donné, surtout en ce moment. Donc du coup, plus ils vont avoir cette évaluation positive de la façon dont ils se sont préparés d'un point de vue physique, d'un point de vue technique, d'un point de vue tactique, et puis avec des intervenants ou même avec vous, parce que c'est à travers les situations de jeu, à l'entraînement, qu'ils travaillent aussi cette dimension mentale. C'est pas séparé, c'est imbriqué. Alors cette confiance, elle peut avoir un effet exponentiel en fait. C'est pas lié, c'est pas séparé en fait. Voilà. Et ensuite, évidemment, vous avez un rôle prépondérant dans votre communication pour que lors de la compétition, la performance soit la plus attendue possible, dans le sens où votre job, à mon sens, c'est de créer les conditions de la performance. On ne peut pas la garantir, la performance. C'est le principe du sport. C'est ce qui fait son charme, son incertitude. Notre travail, c'est de créer les conditions les plus optimales pour qu'ils soient en réussite. Et donc vous, évidemment, à quel moment vous allez intervenir? C'est le choix des mots, c'est le discours d'avant-match, donc pour les sports co évidemment, mais pour le sport individuel, c'est la même chose. Et puis on a également les interventions lors des temps morts. D'accord? C'est les deux moments préférentiels sur lesquels vos mots vont avoir un sens et peuvent influencer l'évaluation que fait l'athlète de ses ressources au moment de la compétition. Okay. Donc il y a une vraie réflexion à tenir sur, sur le message et sur le choix des mots. Donc votre travail, il est vraiment d'individu. Alors c'est pas évident hein, pour les sports collectifs, j'entends bien.
Mais il y a une cohérence à avoir entre les mots et l'attitude, évidemment. Le langage corporel, prend tout son sens, évidemment. Enfin, les gamins, ou même les adultes, hein, ils ne sont pas dupes. S'il n'y a pas de cohérence entre ce que vous dites et votre langage corporel, la communication non verbale, il n'est pas dupe. Il saura que vous foutez de sa gueule, en fait, en gros. Hein. D'accord ? Et donc, évidemment, ces discours, ce choix des mots, c'est la place aussi qu'on vous donne pour votre créativité. À la fois d'un point de vue stratégique, dans ce que vous travaillez dans votre sportif, mais dans votre créativité aussi, dans cette intuitivité dont on va avoir besoin le jour de la compétition. D'accord ? Vas-y, Louise. Voilà, par exemple, pour répondre à la question de Geoffroy, souvent, donc sur la colonne de gauche, voilà les mots qu'on entend régulièrement sur les bords des terrains, le bord des bassins, le bord des parquets. Lâche-toi, concentre-toi, fais-toi plaisir, il faut y croire, allez. Je me souviens d'un gamin qui disait à son coach, qui entendait sur le bord du tatami, allez, allez, allez. Il se retourne et lui dit, mais je vais où en fait? Donc là, vous voyez que la communication, elle passe plus. C'est fini. Donc après, on peut aussi changer ces mots classiques, ces mots clichés. Il y a aussi un travail que vous pourriez faire, si vous entendez parler un petit peu, on dit, moi je me souviens au foot, quand on me donnait le ballon, ne la perds pas, perds-la pas. On pourrait dire, garde-la. C'est souvent du ne pas. On pourrait aussi trouver le pendant d'un point de vue positif. Vous voyez ? Donc ici, au lieu de lâche-toi, on pourrait très bien imaginer, tu peux. Concentre-toi, applique ta routine. Garde ton niveau d'exigence. Recherche d'abord le plaisir du travail bien fait que le plaisir en même du jeu, parce que le plaisir du jeu, on sait tous que pour se faire plaisir en compétition, il faut que l'adversaire aussi offre un problème dans lequel on se sent à l'aise, dans lequel on se sent confortable. Et c'est rarement le cas. Donc voilà un petit peu ce travail des mots que vous pourriez avoir pour que le message passe et que la communication passe pour créer des conditions beaucoup plus favorables avec votre athlète. Et les mots aussi, ils ont un sens important. Pourquoi ? Parce que la compétition, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et peut-être que j'y reviendrai lors des cas concrets que vous auriez à nous proposer avec Christophe. La compétition, c'est le moment de la création, en fait. Et dans la compétition, il faut que les athlètes comprennent les lois de ce jeu. Et je me suis aperçu que lors des compétitions, les jeunes ou les sportifs, même chevronnés, qui ont du mal à lâcher prise, qui perdent leurs moyens sous la pression, ils ont oublié certaines lois liées à la compétition. En fait, c'est plus le moment de penser le jour J. C'est trop tard. Il fallait le faire avant. Il fallait le faire quand on s'entraînait. Le jour J, c'est un affrontement, c'est un combat, et ça fait place à d'autres qualités. Un côté un peu plus instinctif, un côté un petit peu, j'oserais dire, animal. Et pour que le jeu pour que l'enjeu laisse la place au jeu, il faut qu'il y ait dans votre discours des rappels identitaires de ce que vous avez travaillé à l'entraînement. Chaque athlète a sa singularité, ses points forts, et là c'est pareil. Au niveau des points forts, j'ai été extrêmement surpris de voir que 80% des athlètes sont incapables de me dire ce pourquoi, dans lequel ils sont forts pour gagner des points. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc sur les moments clés, les moments importants, sur quoi ils vont s'appuyer pour gagner le point, ils ne savent pas. Donc dans votre discours, faire ces rappels identitaires-là, faire ces rappels stratégiques, faire ces rappels liés aux sensations, ils prennent tout son sens. Vous les avez préparés pendant 15 jours, 3 semaines, 4 ans, à intégrer, à faire un temps pour se qualifier aux Jeux, pour les Jeux Olympiques. Sauf que le jour J, à un moment donné, ça y est, c'est fait, c'est trop tard. Maintenant, place au combat, place à l'affrontement,
Et à un moment donné, il faut être amoureux de cette pression-là, sinon ça va être compliqué. Donc dans votre discours-là, ces rappels me paraissent encore plus importants que la stratégie ou des choses comme ça. Voilà. Donc ça fait partie de ma façon de travailler avec eux. Et sur les remédiations, sur la performance mentale, on y reviendra plus tard. J'en ai fini avec ma présentation. Je vais laisser la place à Christophe. Et par rapport aux questions, n'hésitez pas. On y reviendra tout à l'heure sur les cas concrets éventuellement. Et je vous présenterai en parallèle avec Christophe comment je peux intervenir et par rapport aux problématiques. Si vous souhaitez avoir des infos, vous, des stratégies pour intervenir auprès des athlètes, ou si vous souhaitez avoir des infos sur la façon dont on travaille avec eux. Moi, j'ai une question. Didi Community du club de baseball de Rouen, entre autres. Comment ça se passe aujourd'hui avec la Covid, la gestion des stress des athlètes, étant donné que dans le contexte bien particulier en termes d'entraînement, les conditions, certains n'ont pas de jeu, il n'y a pas de match, il n'y a pas de compétition. Donc l'entraîneur, je pense que lui aussi a aussi une remise en question de son travail. Voilà. Pour lui, c'est des vraies interrogations. Je me souviens qu'en mars, quand on a... moi, je discutais avec un certain nombre d'entraîneurs, je leur ai dit que l'entraînement d'hier, c'était pas le même demain, entre guillemets, parce qu'on n'a pas de compétition quand on vit dans une crise telle qu'on a là, c'est bien particulier. Pour les entraîneurs, c'est aussi un peu déstabilisant. Donc j'imagine bien que si l'entraîneur est déstabilisé, s'il lui renvoie son stress auprès, je pense qu'il y a la gestion du stress de l'entraîneur avant de gérer le stress de l'athlète. Enfin, moi, je veux bien intervenir un petit peu là-dessus parce que j'ai été surpris en fait de toute cette période qu'on vient de vivre et j'ai été surpris par les jeunes. Alors là, je parle de ceux que j'ai dans mon établissement, hein, donc ils sont plus de 100 sportifs. Et moi j'ai été surpris dans l'autre sens. C'est-à-dire j'ai été surpris que les gamins ils restent avec autant d'envie, autant d'énergie et autant de travail dans une situation où pour moi ce qui m'anime c'est la compétition. Et les gamins je me disais mais je comprends même pas. Je comprends pas qu'avec l'absence de compétition ils arrivent, ils sont là toutes les semaines, ils quittent leurs parents, ils sont en internat, ils ont des journées qui sont difficiles, ils se lèvent tôt, ils se couchent tard. Et ils sont actifs et ils sont toujours, je les trouve extrêmement motivés et c'est là-dessus qu'ils m'ont surpris. Et en fait je pense que ça m'a donné un petit élément de rappel en me disant que nous les adultes on est toujours dans la prévision. En fait on se demande le lendemain, qu'est-ce qui va se passer le lendemain, qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine, comment je vais préparer mon truc. Et l'ado lui il est dans le moment présent, donc il vit son truc du moment. Et alors ça c'est un petit peu de théorie parce que c'est vrai que le môme il est beaucoup plus à vivre son moment présent et ça je pense que ça les a beaucoup aidés à rester justement dans un truc, c'est aujourd'hui, on est mardi, on s'entraîne ce matin, on s'entraîne cet après-midi, et puis bon ok, on ne sait pas trop ce qui se passera demain, on ne sait pas si la compétition du week-end prochain va avoir lieu. Donc ça c'est un des éléments. Et puis ensuite, là aujourd'hui, alors peut-être parce que ça commence à durer quand même, aujourd'hui je sens il y a quand même une anxiété qui monte, et il y a un stress, il y a des questions qui se posent. Alors certainement avec d'autres critères qui arrivent. Je vais donner un exemple, moi j'ai des lycéens, les lycéens ils ont cours une semaine sur deux. Donc il y a une semaine où ils sont chez nous et ils font que de s'entraîner, puis une semaine où ils sont à la fois à l'entraînement et puis en cours. Et les terminales, ils vont en cours tout le temps, mais eux ils viennent de vivre, on leur change l'épreuve du bac, ça vient de changer. Il y a Parcoursup qui démarre, donc il y a un certain nombre d'autres éléments qui s'additionnent avec la situation de la crise sanitaire. Et qui effectivement amène des difficultés supplémentaires. Donc une fois que j'ai dit ça, et là tu as complètement raison sur le fait que le rôle de l'entraîneur c'est que lui ramène pas, que moi je crois que j'en parle un peu dans mon petit diaporama, parce que le stress c'est anxiogène, je communique mon stress aux autres, hein, c'est contagieux, ouais. Donc mon rôle en tant qu'entraîneur, c'est d'essayer de ne pas communiquer mon stress, éventuellement même plutôt parce qu'on a parlé de langage positif, plutôt de lui amener des éléments intéressants par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. Et la situation qu'on est en train de vivre, elle est intéressante dans la capacité à travailler différemment. Et moi je vois quand même des différences entre des entraîneurs qui sont sur un schéma qui crée au fil de la crise sanitaire. Alors ça passe de celui qui
qui se plaint d'habitude d'avoir peu de temps de travail parce qu'il y a des compétitions tout le temps. Là, un temps de travail, il en a vraiment, il en a un qui est long. Et puis d'utiliser cette difficulté pour travailler sur nos capacités d'adaptation. Ça, c'est des pistes, hein, c'est des pistes de travail. Après, je pense que comme dans toute difficulté, celle de l'entraînement, celle de la compétition et celle plus générale qu'on vit aujourd'hui, le rôle de l'entraîneur, c'est comment je fais passer mon message auprès de mes sportifs, comment j'utilise la situation pour amener un progrès supplémentaire que celui que j'aurais eu s'il n'y avait pas ça. On dit souvent que l'innovation, en fait, ce qui est intéressant dans l'innovation, c'est que la solution qu'on amène face à un problème posé, elle est meilleure que la situation à laquelle je serais si le problème n'avait pas eu lieu. Alors aussi, c'est une belle phrase, hein, mais on se rend compte que c'est une réalité. Et je pense que la suite va être super intéressante, parce que je pense qu'on va voir dans la suite, alors évidemment, moi je suis assez impatient de voir la différence de niveau qu'on va avoir entre ceux qui ont continué à s'entraîner, parce qu'aujourd'hui ils ont le droit, et ceux qui ne s'entraînent plus. Et puis je suis curieux de voir aussi les transformations de certains sportifs que je connais bien, par exemple, comment ils vont être quand ils vont retourner dans un système classique entraînement-compétition. Parce que j'ai l'impression, justement, qu'il y en a qui seront plus forts que ce qu'ils auraient été s'il n'y avait pas eu la crise. Moi je rejoins, si je peux intervenir. Bien sûr. Moi je rejoins tout à fait. Présente-toi, Nicolas. Nicolas Morazin. Rouen Normandie Rugby. Rouen Normandie Rugby, responsable section sportive collège et manager Goderman. Nous on a fait exactement le même constat, et notamment avec les préparateurs physiques. Aujourd'hui on est extrêmement surpris de l'exigence des jeunes et de l'énergie positive qu'ils ont à chaque séance d'entraînement. Alors, il y a eu de la déception de la non-reprise de la compétition. Aujourd'hui, on leur a pas menti. On leur a dit qu'il n'y avait pas de date prévue et que ça risquait d'être extrêmement compliqué. Et pourtant, ils sont toujours aussi impliqués aux entraînements. Par contre, nous, et c'est là où je vais vraiment rejoindre le propos, on s'est obligé, nous, en tant qu'entraîneurs, à complètement changer aussi nos systèmes d'animation, et de deux, à trouver de nouveaux outils pour pouvoir justement répondre au mieux aux exigences du fait qu'il n'y ait pas de compétition, parce qu'on s'est rendu compte de quelque chose. C'est que sur une semaine, si on n'avait pas un pourcentage important en termes d'animation pédagogique, on va dire de compétitivité, au moins entre eux, alors du coup on pouvait avoir peut-être une petite baisse de morale. Et aujourd'hui sur nos situations, on a 60% d'animation pédagogique en compétition réelle. Donc souvent en compétition ludique, on a créé des nouveaux systèmes d'animation, et d'ailleurs qui ne viennent pas forcément que de nous, mais encore une fois on était plutôt dans le partage avec les professionnels, et il y a des clubs qui nous ont amené des nouveaux outils. Alors là il y a un outil qui fait révolution, c'est vous savez l'Afrique qui a la natation là, qui nous aujourd'hui est complètement en train de changer le travail, et notamment le travail des bénévoles qui pour eux du coup devaient sortir complètement de leur confort, et ça c'était extrêmement difficile pour des gens qui ont déjà des problématiques parfois professionnelles ou même privées. On a réussi à trouver de nouveaux outils. Nous on a réussi à mettre en place des batailles navales à 15 contre 15 en respectant les distanciations sociales, avec des systèmes de couloirs. Il faut respecter les couloirs des déplacements par bloc, où les défenseurs, les attaquants ne peuvent pas se croiser, avec des zones de no man's land. Et en fait, par contre, ça demande pas mal de travail. Mais aujourd'hui, en fait, ils répondent complètement à la commande, et ils sont même dans la demande. Aujourd'hui, on a des enfants, s'ils ne s'entraînent pas 6 à 7 fois semaine, en fait, ils nous appellent. Ils font, mais attendez, on ne s'entraîne pas le samedi, on peut peut-être s'entraîner plus encore. Pour des enfants qui sont de la 6e à la 3e, moi je suis responsable du collège. Et on est extrêmement surpris de leur optimisme et de l'énergie positive, en tout cas, qui nous montrent sur chaque séance d'entraînement. Et notamment les préparateurs physiques, qui ne sont pas forcément les personnes qui sont toujours les mieux placées pour avoir de la banane chez les jeunes. Mais encore une fois, nous, ils ont su aussi s'adapter et à mettre beaucoup plus de ludique. Donc ça avait été clairement la commande. Et franchement, ça travaille fort. Et on est très agréablement surpris. Moi j'ai une question par rapport à ce que tu dis. C'est est-ce que finalement ça a amené des changements dans la structure d'entraînement? C'est-à-dire que tu ne les aurais jamais entraînés comme ça s'il n'y avait pas eu ce contexte. Est-ce que tu constates que ça amène des choses innovantes, et y compris dans leur développement de compétences? Est-ce que ça a amené quelque chose, que tu as évalué ça? Oui, tout à fait, notamment sur la ressource tactique, clairement. La capacité à scanner la défense, la capacité à faire les choix dans les bonnes zones. Alors nous, c'est notamment la bataille navale qui nous a apporté ça.
puisque c'est ni plus ni moins que d'amener le ballon dans une zone où nous sommes en situation de surnombre. Et très clairement, sur la ressource tactique, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait des situations qui, nous, de toute façon, resteront. Ça, c'est une certitude. Je pense que ça va être des vraies questions après. Parce que moi, j'ai des entraîneurs qui m'ont dit l'avantage, c'est que ça me donne le temps de travailler des choses que j'ai pas le temps de travailler habituellement. Et en fait, la vraie question, c'est mais pourquoi? Et est-ce que justement, le fait de les travailler alors que tu ne le fais pas quand il y a des compétitions, est-ce que justement, ça c'est quelque chose que tu vas garder après quand la compétition va arriver, finalement en faisant le choix du travail pour faire progresser un élément du jeu, plutôt que de préparer systématiquement le match du week-end? Et ça, c'est des questions, alors moi, qu'on se posait beaucoup dans ma discipline, parce qu'on joue beaucoup et on joue trop, et où on était trop souvent en train de préparer la prochaine compétition qui a lieu dans 15 jours. On avait du mal à se dégager des vrais blocs de travail, des vrais blocs d'entraînement. Et donc je pense qu'il y a des entraîneurs, c'est un peu ça revient à ce que je disais tout à l'heure, mais je pense qu'il y a des entraîneurs qui, même quand on va revenir dans un système classique, ils vont changer leur manière de fonctionner parce que je pense qu'ils vont avoir découvert des choses, ils vont avoir essayé et ils vont avoir amené c'est une remise en question aussi de l'entraîneur. Je pense que, aujourd'hui, les entraîneurs qui ne se remettent pas en question, et je trouve que là, je trouve ça excellent, si les entraîneurs ne se remettent pas en question, je ne vois pas comment demain, là, moi j'entends ça, j'ai envie d'entendre ça dans toutes les disciplines. Je suis pas bon clairement sur le terrain. Non, mais vous avez la chance aussi, après il y a des disciplines où les jeunes ont moins la chance d'aller sur le terrain. Mais après, il faut être clair, sur le territoire national, il y a une partie des entraîneurs, et c'est pas une critique, je comprends les situations aussi individuelles, mais il y a une partie des entraîneurs qui disent on ne peut pas s'entraîner. Donc vous restez à la maison et moi aussi. Et puis une partie des entraîneurs qui inventent un nouveau modèle de fonctionnement. C'est le constat qu'on fera en septembre, les disciplines qui ne sortent pas. Après, il y a ceux qui peuvent s'entraîner. Du coup, j'imagine que sur un centre de ressources, il y a beaucoup de sportifs. Les blessures, il y a une étude de fait justement par les... Je ne vais pas dire qu'il y a une étude. La réalité, nous, c'est le monde. C'est le nombre de gamins qu'on a entre les pattes du médecin et des kinés. Et il y en a moins. On a moins de blessés. Maintenant, je vais donner un exemple très précis. On a une intervention kiné le lundi matin. Habituellement, c'était plein. Là, il y a moins de monde, mais il n'y avait pas complète le week-end. Donc, il y a des explications aussi qui sont très pratiques. Voilà, je ne sais pas dire si à un moment il y a moins de blessures parce qu'il y a moins de stress ou une manière différente de travailler, j'en sais rien. Oui, puis la semaine d'entraînement n'est pas la même quand il y a un match le dimanche. C'est pas du tout pareil. C'est vrai que ça peut être plus dur. Oui, mais c'est plus dur, c'est vrai que c'est difficile de... Je crois que c'est trop tôt pour l'évaluer ça. Bien sûr. Les conséquences sur les blessures ou quoi, on le saura une fois qu'on sera revenu dans une période normale. Parce que peut-être que ce sera aggravé par rapport au manque de compétition. On va avoir l'impact de cette temporalité particulière. C'est vrai que l'état d'esprit de laisser du temps au développement aussi des jeunes, au collège, lycéen, il est intéressant, ça re-questionne l'entraîneur. Cyril, tu voulais intervenir. Cyril Loza, directeur sportif à l'Instru Rugby Féminin. En fait, moi j'ai deux choses en ce moment, j'ai deux infos, puisque j'ai un groupe qui peut s'entraîner normalement avec contact, etc. On va avoir la première évaluation dimanche dans les comportements, parce qu'il a quand même fallu innover, puisqu'on a quand même eu un moment de confinement, après on a eu à nouveau l'autorisation de pratiquer, donc il y a une rupture, on verra bien ce que ça donnera. Et la deuxième, c'est que j'ai des joueuses comme Nico qui sont dans des protocoles de section, et donc qui sont plutôt sous ce régime-là. Et je pense qu'après, il faudra voir comment on va rééquilibrer nos entraînements, parce qu'il y a une dimension par contre qui n'existe pas aujourd'hui, c'est cette dimension de combat. Et là, on n'a pas la réponse. C'est-à-dire qu'ils sont meilleurs en lecture sans combat. Et quand on va réintégrer le combat, on n'a pas la réponse. Par contre, de là, il faudra que nous on tire les constats pour à nouveau rééquilibrer les curseurs, parce que peut-être qu'en effet, dans cette situation de lecture, on ne faisait pas assez. Donc on en fera peut-être plus que ce qu'on faisait. Par contre, on ne pourra pas en faire autant, parce qu'on aura toujours cette dimension de combat à remettre dans la planification, dans nos séances, alors qu'aujourd'hui, celle-là, on la retire. Et puis vous avez deux groupes différents. Moi, je suis sur deux groupes différents. Là, il n'y a pas forcément de groupes différents. C'est-à-dire que les enfants s'entraînent tout le temps. Il n'y a pas de rupture. C'est-à-dire qu'ils ont l'autorisation de s'entraîner tout le temps. Ah bah alors non, nous les U21, et bon, je ne veux pas parler des pros, mais les U21 sont sur du haut niveau français, donc sont considérés par le ministère des Sports comme pouvant s'entraîner. Par contre, nos moins de 18, nos moins de 16, nos moins de 15 qui sont aussi sur le plus haut niveau français ne sont pas reconnus en fait par le ministère des Sports. Donc eux, ils sont soumis aux règles de la distanciation physique. D'accord.
Donc, c'est pour ça que eux, on innove, mais on n'a pas encore la réponse par rapport à la réalité de notre discipline. Par contre, forcément, ça nous fera rééquilibrer nos contenus. Et là, ça nous... on va se poser des questions, ça ne serait pas possible. Parce qu'au-delà de la ressource tactique, la ressource technique, aujourd'hui, très clairement, et notamment sur le travail du jeu au poste et sur le développement de l'individu, ça a fait énormément réfléchir en fait les entraîneurs. Voilà. Là où certains, parfois, et je vais dire un terme, désolé, un peu péjoratif, mais faisaient du globalou, voilà. C'était sympa de mettre un ballon et que tout le monde s'arrête la balle parce qu'en fait ils ont tous fait leur match. Aujourd'hui, voilà, les gens sont un petit peu en train de réfléchir sur la capacité en fait à développer techniquement le joueur par rapport à son profil. Ça me fait penser que ça pourrait être un vrai sujet, d'un des petits déj du CRJF, par exemple. Un vrai sujet. Les ateliers. Non, pas tout à fait. Alors, il le dit en rigolant parce qu'il me chante, parce que encore une fois ça a changé de nom, mais j'insiste là-dessus. Les petits déj du CRJF sont pas morts, ils peuvent tout à fait s'intégrer aux ateliers. Ah oui. L'idée, les ateliers, il va y avoir une proposition de 10 interventions, je reviens là-dessus, parce que mais vous pouvez être aussi à l'initiative. Et je vais même encore plus loin. Geoffroy a dit tout à l'heure qu'avec la gymnastique, il y avait aussi ce type d'intervention qui était proposé pour leur équipe technique. Donc si on cumule les bonnes pratiques des disciplines et des centres ressources. En fait, ce que je voulais dire en enlevant mon petit humour, c'est que je trouve que là c'est un sujet qui est super intéressant. Ce serait bien qu'on prenne un temps d'échange. Maintenant là on sort un petit peu de la stricte gestion du stress parce qu'on a envie de parler de tout par rapport, on va parler de blessures, on va parler de plein de choses. Et justement par rapport à ce stress-là, moi cette semaine, en préparation de match, on n'a pas joué depuis septembre. Il n'y a pas la même préparation dans l'état d'esprit, il y a plus de l'envie, de l'excitation, de reprendre, que d'habitude une forme de stress, d'anxiété dans la salle. Là, nous on est un peu perturbés sur nos habitudes de préparation, parce qu'en face la réponse, c'est pas du tout celle qu'elle est. Alors revenons, comme le dit Christophe, peut-être au sujet du jour. On l'avait anticipé, hein, la question du Covid et de la problématique actuelle. Évidemment, c'était une question qui avait été soumise et posée, mais comme dit Christophe, ça fera peut-être l'objet d'autres. Je pense que ce sera vraiment intéressant. Oui, bien sûr. Et qu'on le partage, et puis on n'en a pas fini, et comme disait Geoffroy aussi, l'impact, on pourra l'évaluer aussi après quand on reprendra la compétition, donc c'est un sujet actuel et futur malheureusement. Ça me plaît bien, parce qu'en fait, et je laisse finir rapidement, tout ce que vous avez dit, la situation vous a fait vous renouveler d'un point de vue pédagogique avec vos gamins, et sans vous en rendre compte, vous avez travaillé le thème de la séance, des ateliers de ce matin en fait. Parce que vous avez développé chez vos athlètes, à travers votre recherche d'innovation, vous avez développé l'une des parties qui est essentielle pour gérer le stress, c'est-à-dire le plan. Développer chez vos athlètes son identité, son style, son geste, sa procédure. Et contrairement à ce que vous pensez, je pense que ça sera beaucoup plus positif que ce que vos craintes pourraient le supposer. Voilà, je laisse la parole à Christophe. Bonjour à tous. Alors moi je vais vous faire une présentation qui est liée à mon expérience. Et mon expérience, c'est un long parcours dans le tennis de table, dans l'encadrement du tennis de table pendant une vingtaine d'années. Alors j'indique dans le diaporama que c'est un sport particulier. Et alors tout le monde trouve sans doute que son sport est particulier. Moi je trouve que le tennis de table c'est un sport particulier dans le rapport justement au stress, à l'anxiété, à tout ce dont on parle ce matin. Parce que je trouve que c'est un sport qui cumule beaucoup d'éléments anxiogènes. La dimension de la table, c'est très petit, une balle qui est toute petite et qui va très vite. Il y a aussi le fait qu'on rate beaucoup. Alors on réussit beaucoup, mais on rate beaucoup. Et donc voilà, un sport que j'ai vécu et qui m'a amené à m'intéresser particulièrement justement à cet aspect, à l'aspect mental. Alors peut-être parce que j'ai vu dans les salles, justement par rapport à un nombre de points gagnés important et un nombre de points perdus important, ceux qui regardent les points gagnés et ceux qui regardent les points perdus. Et je me suis rendu compte que plus on était dans le haut niveau, plus il y avait de l'énergie positive dans les salles, avec des mecs qui se bagarrent, avec des mecs qui sont contents de ce qu'ils font, et plus on descend dans les niveaux, bon Maline qui est de la même discipline que moi, il l'a vécu aussi, et plus on descend dans les niveaux, plus on voit des gens qui se plaignent. Donc j'ai eu envie de creuser par rapport à ça, et de me poser les questions, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment,
je vais être performant et à quoi il faut que je fasse attention pour être performant. Et puis j'ai eu un événement marquant, c'était en 2003 au championnat du monde. Il y a un Autrichien qui s'appelle Werner Schlager qui a gagné, qui a été champion du monde. Vous imaginez un Autrichien dans le tennis de table qui est champion du monde devant tous ces vilains asiatiques qui nous embêtent tout le temps. C'était un vrai Autrichien. Et donc il gagne les championnats du monde et a un interview juste à la fin, donc on est dans la salle, il y a un interview où quelqu'un évidemment lui demande mais qu'est-ce qu'il fait, comment vous expliquez que vous avez gagné, et en fait il me donne une réponse qui m'a sidéré. Il a répondu, ça fait il y a 3 mois je suis tombé amoureux et donc je suis heureux, tout va bien pour moi. Et donc je pense que c'est ça qui explique que je suis champion du monde. Alors je me suis dit merde, déjà on va pas marier tout le monde, ça va pas être possible, ça va pas marcher à chaque fois. Mais là aussi ça m'a interpellé, je me suis dit mais c'est fou parce que, alors on n'a pas parlé de flow, je sais pas si ça vous parle le flow, cette sensation du sportif d'être dans un truc où tout va bien et où en fait il n'a plus besoin de chercher la maîtrise, il va juste se laisser faire et ça va marcher tout seul. Et c'est l'impression que ça avait donné avec Schlager, c'est que finalement il était tellement sur un nuage que tout a marché pour lui pendant ces 8 jours de championnat du monde. Donc voilà, événement marquant dans ma carrière d'encadrant. Et ensuite, mon évolution professionnelle, alors dans un moment sur lequel je ne vais pas revenir, mais où j'ai dû m'éloigner, où je me suis éloigné un petit peu de la compétition, j'ai eu envie de mieux comprendre justement ce que j'avais fait avant, et puis pourquoi certaines choses avaient fonctionné et d'autres moins. Et donc j'ai fait un DU, un diplôme universitaire d'accompagnement à la performance, vraiment orienté sur ce qui concerne la préparation mentale. Donc ça m'a éclairé avec des apports théoriques et puis aussi beaucoup d'outils pratiques. Ça m'a éclairé sur encore une fois pourquoi j'ai réussi ça, pourquoi j'ai raté et qu'est-ce qui fait qu'à un moment le sportif il va peut-être avancer plus vite ou il va être freiné par ses qualités mentales. Et puis ensuite, après avoir passé ce diplôme, j'ai créé ma petite micro-entreprise en parallèle de mon travail de directeur au CRJS, parce que ça m'intéressait d'avoir un peu les mains dans le cambouis et puis d'accompagner des sportifs et pas simplement d'en parler, mais de le faire. Donc c'est quelque chose que je fais depuis quelques années. Alors, en précisant que j'ai des interventions essentiellement individuelles, ça veut dire que je travaille avec des individus qui font alors plutôt des sports individuels, et que quand j'interviens sur du sport collectif, c'est avec un individu. J'ai pas d'expérience dans la préparation mentale d'un groupe. C'est pas mon domaine. Je travaille par exemple avec le RMB, mais je ne travaille pas sur l'équipe du RMB. Je travaille sur des joueurs du RMB pour développer certaines qualités d'individus qui font partie de l'équipe. Et puis j'ai intervenu aussi auprès de chefs d'entreprise. Il y a 2 chefs d'entreprise que j'ai accompagnés. Et c'est aussi très intéressant dans tous les ponts qu'il peut y avoir entre finalement le stress d'un compétiteur ou le stress d'un chef d'entreprise qui cherche à atteindre un objectif. Il y a plein d'éléments qui se recoupent et c'est intéressant de faire tous ces transferts. Alors j'indique là en première ligne, c'est pas la situation qui donne le stress, c'est l'évaluation que le sportif en fait. Et il faut étudier l'interaction entre l'individu et la situation. Je ne vais pas détailler, David en a parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment ce moment, où il se passe quelque chose parce qu'il y a cet individu, il y a ce sportif qui est confronté à une situation. Et ce qui est compliqué dans l'accompagnement, c'est que souvent cette situation elle est unique. Ça veut dire que on va pas pouvoir, et moi je suis pas du tout dans l'utilisation d'outils qu'on va plaquer sur un individu parce que en fonction du moment vécu, de ce qui s'est passé la veille, de ce qui se passera le lendemain et de tout un tas d'éléments, il faut arriver à analyser, je le dis, la réaction est individuelle, donc elle nécessite une prise en charge individuelle, c'est-à-dire qu'il faut vraiment analyser qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et qui a éventuellement posé un problème, pour qu'on trouve une vraie solution. Et je le dis tout de suite, on a souvent intérêt à aller aussi voir et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que ce moment il a été très positif, qui va nous permettre ensuite de réutiliser cette situation pour en fait se remettre dans les conditions qui font qu'on est bon. Ouais. Je ne sais pas si je suis très clair. Alors, ma démarche, c'est celle que je me suis inventée, que je me suis appliquée, même si elle n'a rien d'exceptionnel, c'est que je regarde, ça me paraît un moment important, c'est de vraiment regarder ce qui se passe. Je parlais tout à l'heure de l'énaction, ça veut dire de regarder ce qui se passe à un moment donné, d'analyser ce qui se passe, donc d'observer, de regarder ce qui se passe, analyser et comprendre, ça paraît basique, mais c'est important de prendre le temps de le faire, de se poser la question, donc de ne pas vouloir là encore répondre très vite et plaquer une espèce de recette miracle sur un problème identifié.
Et quand je mets j'analyse et je comprends, c'est la situation et surtout j'essaie de comprendre ce qui s'est passé pour le sportif, enfin ce qui se passe pour le sportif par rapport à la situation. Puis ensuite je partage et je fais émerger des solutions. Alors c'est peut-être la particularité de ce qui est pour moi l'accompagnement, hein, c'est que c'est pas, je suis rarement conseillé. Hein, c'est assez rare que je conseille quelqu'un. J'essaie plutôt de lui faire comprendre ce qui se passe dans sa pratique pour que, et ça alors c'est vrai que c'est plus simple avec des adultes et avec des sportifs qui ont de l'expérience, pour que lui-même se dise ah ben ouais je pourrais faire ça. C'est vraiment ce schéma-là, hein, c'est de se dire ah tiens je comprends ce qui s'est passé, d'où le partage, hein, je comprends ce qui s'est passé et effectivement je pourrais amener ça comme réponse parce que je suis capable de le faire. Et non pas je vais appliquer un outil qu'on me donne ou je vais appliquer une recette miracle que quelqu'un va me donner. Alors dans j'observe et j'analyse, la première chose c'est les causes. Alors internes et externes, et stables ou instables. Les causes internes, hein, je suppose que ça vous parle, hein, c'est ce qui vient de moi, hein, qu'est-ce qui vient de moi, de ma personnalité, de ma manière de fonctionner, de mon histoire. On peut aller jusqu'à, et ça c'est souvent intéressant, d'aller chercher les causes de la pratique. Hein, pourquoi moi je veux m'inscrire dans une pratique de haut niveau. C'est marrant parce que y a des sportifs qui le font vraiment avant un enjeu important ou des fois un petit peu trop tard dans leur carrière. On me disait mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment je fais ça? C'est quoi la vraie raison qui me pousse à avoir ce parcours? On décrit souvent comme un parcours où il y a des sacrifices. Voilà, donc c'est intéressant d'aller creuser ça. Les causes externes, c'est plus ce qui est dû à mon environnement. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que mon environnement a provoqué? Ça peut être aussi, et je vais mélanger un petit peu les deux, l'origine de ma pratique, c'est que j'ai un père, parce qu'on a quand même beaucoup d'histoires familiales dans le milieu sportif, hein, j'ai un père qui aurait voulu être un grand sportif, et donc je vais le faire à sa place. Vous voyez un peu le schéma un peu classique, et là on va avoir un mélange entre les causes internes et externes, mais qui va souvent expliquer des comportements hein, qu'on va percevoir ensuite dans la pratique. Ensuite le côté stable ou instable, et ça c'est valable pour les causes internes comme externes, c'est d'essayer de voir comment elles se répètent ou pas, hein, suivant les situations. Donc en gros, quand on est sur quelque chose de stable, ça veut dire que je vais toujours réagir pareil face à une situation donnée. Je vais toujours réagir pareil par rapport à un environnement que je vais retrouver. Les causes instables, c'est que ma réaction elle va être différente. Et donc c'est évidemment beaucoup plus difficile hein, de traiter une situation instable. Hein, ça veut dire quand moi j'ai une réaction différente par rapport au même environnement, ou par rapport à une même situation, ou quand je suis particulièrement sensible à toutes ces variations. Ensuite, ce que j'observe, c'est les faits et les perceptions, interprétations. Alors ça, pour moi, c'est un élément fondamental. Hein, ça veut dire que l'idée, c'est de montrer aux sportifs dans ce qu'ils perçoivent et dans ce qu'ils nous racontent, si c'est la vérité, ce qu'ils nous racontent, si c'est quelque chose qui s'est passé, ou si c'est dans sa tête, hein, c'est quelque chose que je crois, hein, et c'est quelque chose finalement que j'interprète. Je vais donner un exemple. Par rapport au regard des autres. Parce que ça, c'est souvent quelque chose qui arrive et que ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps, sur, on va dire, un stress qui est dû au regard du papa. Voilà, je suis pratiquant, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, parce qu'encore une fois, les histoires familiales ont souvent un impact important dans la pratique des jeunes et des moins jeunes. Donc voilà, le regard de papa, ça veut dire que je suis tendu en compétition parce que papa il me regarde et que éventuellement papa il va être déçu de moi, hein, il va être déçu de moi, je vais décevoir papa si je perds. On creuse la situation et puis en creusant la situation finalement on se rend compte, hein, alors soit au travers de la discussion avec le sportif, soit aussi en discutant avec le parent, on se rend compte que finalement quoi qu'il arrive, le papa il a une fierté extraordinaire de sa fille et que quoi qu'il arrive, elle peut perdre, elle peut gagner, il ne se passera absolument rien par rapport à ça. Et une fois que le sportif a compris ça, il va se débarrasser hein, de ce côté tension, parce que j'ai peur, vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai peur que papa soit déçu de moi. Donc c'est un exemple, mais cette exploration hein, de ce qui ressort des faits ou de l'interprétation, elle est super intéressante, hein, parce que d'elle-même, rien qu'en faisant cette démarche-là, ça suffit parfois à se débarrasser d'un certain nombre de peurs. Alors le jeu et l'enjeu, la petite ligne suivante, le jeu et l'enjeu, David en a parlé.
Hein, c'est à quel moment je suis sur le plaisir de ma pratique et à quel moment je suis sur l'attention ou le plaisir d'aller chercher un résultat. Les objectifs et l'attention sur le résultat ou sur la maîtrise. Ça, on a énormément de sportifs, quand ils sont en train de pratiquer, ils se demandent ce qui va se passer s'ils gagnent. Je me demande qu'est-ce qui va se passer si je perds. C'est un lapsus révélateur ce que j'ai dit aussi. Qu'est-ce qui va se passer si je perds? Et en étant centré sur ce qui va se passer si je perds, ça m'emmène à la défaite parce que forcément c'est extrêmement stressant. Alors je disais, je reviens dans mon... Je disais où je suis stressé parce que où je pense qu'est-ce qui va se passer si je gagne. Parce que la peur de gagner, elle existe autant que la peur de perdre. On a vu un nombre de sportifs des situations très fréquentes où je suis très proche de gagner. Dans ma discipline, ça veut dire qu'on a 4 balles de match. Et puis on est tellement en train de penser à ce qui va se passer si je gagne qu'il n'y a plus que 3 balles de match, plus que 2, plus qu'une, et puis on finit par perdre. Je reviens sur le principe. Quand j'ai mon attention portée sur le résultat, avec cette peur de perdre et cette peur de gagner, je mets du stress. Si j'arrive à porter mon attention sur la maîtrise, je vais m'occuper de ce que je dois faire à la balle, hein, je vais m'occuper de ce que je dois faire avec mon ballon, je vais m'occuper de ce que je dois, à qui je dois passer ce ballon. Et en fait, j'élimine une partie de cette tension qui est liée uniquement au résultat. Donc observation, l'observation et l'analyse, elle conduit en étudiant l'action où on a eu une situation de stress, à se poser la question, mais à quoi tu pensais à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et ton esprit, il était orienté sur quoi? Est-ce que ton esprit, il était orienté sur le service que tu allais choisir et l'enchaînement que tu prévoyais derrière ton service? Ou est-ce qu'il était orienté sur je regarde le score, ça fait 17, il faut absolument que je gagne maintenant parce que sinon l'autre va reprendre le service. Okay. Importance du regard des autres, alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que et la ligne suivante, confiance en soi, est-ce que je suis centré sur moi-même, ou est-ce que je suis complètement orienté sur ce que va penser l'autre par rapport à ce que je vais être capable de réaliser? Alors l'autre, j'ai parlé des parents, mais c'est valable par rapport à l'entraîneur, c'est mes coéquipiers, c'est mes enfants, c'est mes parents, enfin c'est tout c'est tout l'environnement, c'est mon dirigeant de club, c'est tout l'environnement autour de moi. Alors la confiance en soi, il en était un petit peu question avec David. Je pense que ce qui est important par rapport, et donc il va falloir observer, c'est sur quoi je peux m'appuyer pour réaliser ma performance, et qu'est-ce qui va faire qu'à un moment je suis, on va dire, stressé parce que je doute, ou en confiance, ou performant parce que je suis en confiance. Donc c'est important d'observer, et c'est important de comprendre aussi ce que c'est que la confiance en soi. David, on entend des fois des entraîneurs et confiance en toi, mais ça veut dire quoi? Et confiance en toi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et la confiance en soi, alors ça c'est quelque chose que j'ai appris, ça part de la connaissance de soi. D'accord? Donc pour avoir confiance, il faut se connaître. Déjà, il faut savoir comment je fonctionne, il faut savoir c'est quoi mes qualités. Il y a beaucoup de sportifs qui ne connaissent pas leurs qualités. Je leur demande c'est quoi tes qualités? Je sais pas, je vais vite. Voilà, on va chercher pour construire de la confiance en soi, on va apprendre à se connaître. Comment je fonctionne, c'est quoi mes qualités, sur quoi je peux m'appuyer. La deuxième étape par rapport à la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Et l'estime de soi, en fait, c'est la capacité à mesurer l'éventuel décalage entre ce sur quoi je peux m'appuyer, je vais en parler, c'est quoi mes qualités, comment j'identifie mes qualités, et quelles sont celles nécessaires pour atteindre la performance que je vise. D'accord? Donc je vais estimer, donc c'est une notion de mesure. Elle est où la différence entre ce que la situation me demande et ce que je suis capable de faire? Et évidemment, plus je suis conscient que mes qualités me permettent de réaliser la situation, là je suis dans une situation de confiance en moi, et donc je vais m'appuyer là-dessus pour avoir une réalisation sereine. Ensuite, étudier ce qui se passe quand on est sur une situation de stress inadapté. Ça veut dire que je regarde... Ok, on dit il y a du stress, mais qu'est-ce qui se passe? Ça provoque quoi chez moi? Qu'est-ce qui se passe mon stress? Est-ce que ça provoque j'arrête de prendre des risques, ou je prends trop de risques? Est-ce que ça provoque un changement dans ma stratégie? Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce moment où, on va dire, où je déraille? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce moment où je déraille?
Et la dernière ligne est quand je suis bon, hein, donc dans mon observation et dans mon analyse, j'essaie souvent, quand on a travaillé ou quand on me présente une situation où ça ne va pas, j'essaie de trouver une situation où ça va bien. Alors, éventuellement même plusieurs situations où ça va bien. Et si possible, une situation relativement proche de celle qui est vécue quand ça a déraillé. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir ce parallèle entre comment je fonctionne, en fait, qu'est-ce qui s'est passé qui m'a permis d'être bon ce jour-là. Ouais. Alors tout simplement, et c'est schématique, mais c'est réel, ça veut dire comment je vais faire pour reproduire cette situation qui me permet d'être bon. Alors, mes outils, hein, c'est la suite de ma démarche. Les outils que j'utilise, moi, pour faire cette observation et pour analyser. Alors, j'ai les moyens de te faire parler. Alors, tout simplement, je mets ça parce que ma méthode de travail, c'est des entretiens. Hein, c'est-à-dire que très souvent, on est dans une salle, hein, on est dans une pièce et en fait, on discute. Et l'idée, c'est que dans la discussion, ce soit surtout le sportif qui parle et pas moi. Et donc, il y a un certain nombre de techniques hein, pour amener le sportif à parler. Des techniques que les entraîneurs doivent être capables d'utiliser hein, pour amener le sportif à amener des réalités de ce qu'il vit et pas à répondre ce que l'entraîneur a envie d'entendre. C'est quand même un schéma très très fréquent dans la relation entre le sportif et l'entraîneur. Hein, c'est la capacité, mais c'est valable aussi en cours, hein, où l'individu, par rapport à l'attente de quelqu'un qu'il estime comme son supérieur ou son chef, va essayer de répondre ce que celui qui l'interroge attend. Et puis ensuite j'écoute et j'observe, ça veut dire que c'est cette écoute qui me permet d'analyser. C'est-à-dire que moi aussi, j'essaie de ne pas être dans de l'interprétation, mais j'essaie d'être dans des faits et d'avoir une écoute attentive et une utilisation de ce que le sportif me dit. Et puis j'observe, je ne sais plus si j'en parle plus tard, mais le non-verbal. Je regarde la manière dont on m'explique les choses. Alors il y a des signaux hein, qui sont importants, c'est des techniques qu'on apprend, la direction des yeux, je ne sais pas si ça vous parle, hein, mais en fonction de ce que je regarde, là où je regarde, ça permet de savoir si le sportif il est dans l'intime, il est vraiment c'est profond par rapport à ce qu'il nous raconte, ça permet de savoir s'il se souvient du passé, s'il est plutôt en train d'imaginer l'avenir. Donc il y a un réel moment d'observation hein, quand je travaille avec un sportif. Après, je mets l'importance des questions ouvertes. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. C'est qu'on a souvent tendance à questionner les gens en amenant la réponse dans la question. Je vais essayer de trouver un exemple de quelqu'un à qui je vais dire est-ce que tu as eu peur quand il s'est passé ça ouais. En général, c'est ça. Hein, oui, j'ai eu peur. Parce qu'en fait, là, j'ai pas posé une question. J'ai donné la réponse à ma question. Une question ouverte, c'est qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Voilà, ça, c'est une question ouverte. Et ça va donner la possibilité à la personne en face de moi de réellement me raconter ce qui se passe, enfin ce qui s'est passé et ce qu'il a vécu. Ça, je pense que c'est vraiment un truc à garder en tête pour les entraîneurs, hein, enfin pour tout le monde. Hein, dans nos conversations, on pose énormément de questions fermées. Alors la pire, c'est est-ce que tu crois pas que la question négative, la formulation négative, hein, ça c'est une question, c'est manipulatoire. Les gens qui vous parlent que comme ça, c'est des gens qui vous manipulent parce qu'ils veulent que vous répondiez. Hein, quand je vais demander à quelqu'un, est-ce que tu penses pas que, qu'il fait froid dans la pièce, c'est pour que la personne me dise oui, il fait froid. Hein, très rarement, je vais dire non, je suis pas d'accord avec toi, il fait beau. J'en reviens à compréhension du non-verbal, hein, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est d'arriver à être sur l'observation de l'individu, hein, arriver à lire dans son corps ce qui se passe dans sa tête. Alors ça c'est valable dans ma démarche, moi, au cours d'un entretien, hein, l'objectif étant de comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Je vais peut-être donner un exemple, je vous donne un changement de position. Quand vous avez quelqu'un, si quelqu'un est comme ça, vous lui posez une question et il va venir là, alors rien que ce geste, ça veut dire qu'il est en train de se passer quelque chose. Alors après, il faut essayer d'aller chercher ce qui se passe, mais ça veut dire qu'il est en train de se passer quelque chose. Et la ligne suivante sur l'utilisation des silences, c'est un petit peu dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que souvent, vous discutez avec un sportif, avec n'importe qui d'ailleurs, et puis il n'amène pas de réponse. Et le réflexe, ça va être de boucher le trou. Le réflexe qu'on va avoir, ça va être, je vais enchaîner, je vais lui reposer une autre question, parce qu'il ne répond pas à celle-là, je vais lui poser une autre question. Alors c'est surtout, faites pas ça.
laissez-le. Parce qu'en fait, le silence, c'est un moment où j'ai amené une réflexion. Ça veut dire que si je pose une question à quelqu'un et que la personne, elle se met comme ça et qu'elle ne répond pas, il se passe plein de trucs dans sa tête. Et donc, laissez-le finir son silence. Ouais. Alors après, les éléments que j'utilise, bon, les entretiens d'évocation, en fait, c'est des techniques qui nous permettent de faire revivre une situation. Ça veut dire que le sportif, dans son match dimanche, il s'est passé une séquence favorable ou défavorable, on va l'amener, alors c'est une technique qui s'apprend, on va l'amener en fait à revivre cette situation. C'est-à-dire qu'on va dérouler, enfin il va dérouler, on va lui faire dérouler ce qui s'est passé. Et c'est assez marrant parce que moi j'ai déjà été jusqu'à ce que dans des situations comme ça, les pulsations cardiaques, elles suivent le schéma de ce qui est en train de revivre le sportif. L'autoconfrontation, ça c'est quelque chose qui est utilisé beaucoup dans le milieu sportif, c'est le fait de filmer une action et de la revisionner avec le sportif. Je trouve qu'on est un petit peu trop souvent sur je fais visionner en expliquant au sportif ce qui se passe. Alors ce qui est intéressant, c'est de visionner en lui demandant d'expliquer ce qui se passe. Et ce qui est valable pour une correction technique, elle l'est aussi sur les aspects mentaux. Ça veut dire qu'on visionne la situation, et tiens, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tu vois, qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tu observes? Alors effectivement, moi je reprends peut-être l'exemple de tout à l'heure, j'ai fait ce service-là où j'ai pris plus de risques que ce que je faisais avant. Ok, alors pourquoi tu as pris plus de risques que ce qui se faisait avant? Voilà. Et en fait, on va l'amener là aussi à revivre la situation et donc à avoir la capacité de l'expliquer. Alors, réitération, c'est dans l'état d'esprit de la question ouverte, la réitération, c'est répéter un mot ou une phrase pour pousser plus loin la réflexion. Je vais prendre un exemple. J'ai pensé à autre chose quand j'ai fait ça. On va juste dire, tu as pensé à autre chose quand tu as fait ça. D'accord? Donc c'est complètement ouvert. Et en fait, ça amène la personne avec qui on échange, ça l'amène à préciser ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai juste fait répéter la phrase. Il faut la répéter exactement avec les mêmes mots. Okay? Juste répéter cette phrase-là. La reformulation, c'est un petit peu différent. Je vais essayer de redonner l'idée avec l'utilisation d'autres mots. Là encore, mon objectif, c'est de faire préciser la situation. Le clean language, c'est une technique justement qui est une utilisation de questions ouvertes très précises et qui va là aussi amener un cheminement mental. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Du clean language, j'utilise un certain nombre de phrases ou de modes d'interrogation sans utiliser la méthode jusqu'au bout. Et la suite de ma démarche, alors j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, donc je suis un accompagnateur plus qu'un conseiller. Alors ça m'arrive de donner des conseils, notamment sur des publics plus jeunes qui ne vont pas avoir peut-être suffisamment d'expérience ou de recul pour partager, pour analyser, pour comprendre l'analyse qui peut être faite de ce qui se passe chez eux. Donc ça m'arrive quand même de conseiller, mais souvent je mets des parenthèses quand je conseille. Je dis bon, j'ouvre une parenthèse, peut-être qu'il pourrait y avoir ça. Mais la méthode, ça reste de pousser l'individu à amener sa propre réponse. Je partage et fais émerger des solutions. Alors, analyse objective de la situation, des réactions, des causes et des conséquences, j'en ai déjà parlé, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au fait d'avoir un regard qui soit factuel, et d'apprendre à regarder les choses factuellement et à ne pas être dans l'interprétation. Et ça, c'est très valable sur tous ceux qui sont inquiets des conséquences. Qu'est-ce qui se passe si je perds? Qu'est-ce qui se passe si je passe la balle à ce type-là, à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe si je gagne? Donc c'est hyper important par rapport aux conséquences pour mesurer si la réalité de la conséquence elle est aussi grave que ce que le sportif avait pensé. L'idée, c'est un peu d'aller chercher le pire du pire du pire. Qu'est-ce qui se passerait si on était dans la pire des situations? Si ton action-là, elle allait jusqu'à la pire des situations.
Et très souvent, étrangement, mais très souvent, ça dédramatise énormément. C'est-à-dire que même si c'était la catastrophe parce que j'ai choisi à ce moment-là de faire ça, bon, finalement, je vais pas mourir, quoi. Alors, je vais jusque là, je vais pas mourir. Et c'est souvent intéressant par rapport à ça, dans cette recherche d'objectivité, d'avoir des expériences, on va dire, des expériences de vie ou des expériences de parcours qui sont souvent plus douloureuses que les nôtres. Alors en France, on navigue quand même dans un certain confort. Faut être objectif. Avant qu'il m'arrive quelque chose de grave, il va falloir passer un paquet d'étapes, quoi. Je vais vous donner un exemple. Là, j'ai des sportifs de la solidarité olympique au CRJS, et des fois, ça aide à relativiser. Et donc, c'est des exemples que je vais utiliser avec d'autres sportifs. Pourquoi ? Parce que j'en ai un, par exemple, je vais pas trahir un secret médical, mais aujourd'hui, il veut aller aux Jeux Olympiques, mais il a un vrai problème physique, et à un moment, il va falloir sans doute qu'il fasse un choix. C'est-à-dire, soit je poursuis ma démarche de quête olympique et je continue à m'entraîner dur pour aller aux Jeux Olympiques. Donc ça c'est l'option A. Le risque, c'est que je peux perdre ma jambe. Voilà, son risque à lui, c'est ça, c'est de perdre sa jambe. Deuxième option, c'est je construis pour garder ma jambe, mais je vais plus aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire que pour lui, l'enjeu, quand je parlais de réelles conséquences, vous voyez un peu l'énormité de la situation. Le fait d'avoir des exemples comme ça nous permet, nous souvent, d'ailleurs petit français dans une salle bien chaude, alors je parle pour moi, excusez-moi les rugbyman, ça aide souvent à relativiser les conséquences de ce qui peut m'arriver à moi. Prendre conscience pour trouver ses propres réponses, j'en ai déjà parlé, c'est même le fond de mon travail. Alors, se fixer sur ce qui dépend de soi pour ne pas subir ce qu'on ne peut pas maîtriser, la phrase elle est un petit peu longue, ça pour moi c'est quelque chose qui est fondamental. Ça veut dire que, et on en parlait tout à l'heure par rapport à l'environnement, on est souvent en train de se prendre la tête en se disant mais j'en ai marre de ce public qui fait du bruit. Ok. D'accord. Super. Merci. Mais de toute façon, tu ne vas rien changer. Impossible. Tu ne peux pas changer ça, c'est pas possible. C'est quelque chose qui n'est pas possible, donc tu ne le changeras pas. Donc soit j'arrive à me concentrer sur ce qui dépend de moi, donc qu'est-ce que moi j'ai à faire, même dans cette situation où le public m'emmerde parce qu'il fait beaucoup de bruit. Voilà. Parce que si je reste focalisé sur ce public, de toute façon je ne vais rien changer. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir la capacité de demander à tout le monde de se taire. Ça, c'est pas possible. Alors, essayez de parcourir des exemples de votre pratique, vous verrez que c'est très 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 fréquent. Où je m'agace parce que l'autre il fait ça. Ok, mais tu vas pas changer l'autre. C'était Renaud Lavillenie au JO de... Voilà. C'est l'exemple fondamental, c'est que le mec, de toute façon, tu t'es focalisé sur un truc que tu ne pouvais pas changer. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Alors, je mettrai un petit bémol par rapport à ça. Ça peut permettre aussi, quand on se met dans cette situation-là, de se dire, mais si, je peux changer. En fait, c'est d'être capable de se dire, plutôt que de m'énerver avec, alors peut-être pas avec le public, parce que là, ça va être compliqué, encore que ça peut arriver, un type qui va faire un comme ça, parce que ça arrive quand même, sur un cours de tennis, par exemple, ça peut arriver, de demander du calme. Alors, mais du coup, je m'accapare la maîtrise. C'est-à-dire, j'ai décidé que c'est l'environnement qui pose un problème, je vais agir sur cet environnement, parce que là, je peux le faire. Par contre, je suis capable aussi de me dire, en gros, je me reconcentre, je me recentre sur ce qui dépend de moi, donc je vais me recentrer sur mon choix de service, et pas sur la jolie nana qui est dans le public là-haut, on verra ça plus tard. Alors, apprendre à se connaître, c'est souligné, j'aurais pu le souligner 12 fois, parce que c'est, je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, c'est absolument fondamental pour être dans cette situation de confiance. C'est sur quoi je vais m'appuyer, sur lesquelles de mes qualités je vais pouvoir agir pour être sur de la performance. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure dans l'intervention de David, d'utiliser ou fuir les autres. Le stress est contagieux, ça c'est une réalité. Le savoir c'est bien, et puis après il faut l'utiliser. C'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité d'analyser autour de soi ceux qui vont me permettre, et ça c'est marrant parce que c'est souvent des trucs qu'on perçoit quand on est sur ce travail de qu'est-ce qui se passe quand je suis bon, qu'est-ce qui s'est passé là, pourquoi tu as été bon, pourquoi ce jour-là tu as été fort et tu n'as pas peut-être subi le stress que tu avais eu. Et en déroulant l'histoire, on peut se dire j'étais avec machin,
Et avec lui, c'est vrai que c'est sympa parce qu'on rigole avant les matchs et ça me fait du bien. Bon, bah, ok, bah, il va suffire de remettre ça en place. Voilà, c'est basique, mais c'est une réalité. Et à côté de ça, c'est fuir les autres parce que bah, ouais, quand je suis avec tel entraîneur, il fait que de me parler, il fait que de me parler pendant les 10 minutes où je suis avant le match et j'arrive pas à me centrer sur ce que je fais. Bah, ok, bah, la solution elle est simple, tu te mets pas avec lui. Voilà. C'est basique, mais encore une fois, on a un nombre de situations où on se met soi-même dans la situation, où on se met soi-même dans la pire des situations. Hein. Et ça, par exemple, ça en fait partie. C'est intéressant par rapport à ça d'étudier ses routines. Voilà. Est-ce que ma routine, elle m'amène vraiment sur ce qui me permet d'être performant? Je vous disais tout à l'heure, moi je suis pas du tout spécialiste des sports d'équipe. Par contre, je constate que dans certains cas, la routine qui est appliquée à l'équipe, elle ne correspond pas du tout à la routine dont le sportif, individuellement, il aurait besoin. Ouais, bah alors, c'est du vécu. Hein, ça veut dire que, je ne sais pas si, peu importe comment, ce que va faire le coach, mais le coach, il doit être en capacité, et ça je pense que c'est super compliqué, hein, il doit être en capacité que les routines qu'il donne à son équipe, elles soient favorables à chacun des membres de l'équipe. Ouais. Parce je me permets, c'est souvent sur un sport co, moi je suis voleuse à la base, j'entraîne encore, c'est d'avoir la routine, surtout sur l'échauffement, on a tendance à dire, enfin moi je tendance à dire, de laisser un temps d'échauffement perso à chacun, parce que chacun a ses petits bobos, et voilà, et qu'à un moment donné, collectivement, on leur prend tous. C'est leur laisser leur temps de routine, parce que si l'autre ne s'est pas échauffé comme il fallait, à l'endroit qu'il a mal, c'est pas la peine, la séance, il va nous faire une séance, on va pas faire de séance. Enfin. Moi j'ai eu souvent des difficultés, et c'était des erreurs de ma part, hein, tout le monde pareil quoi. Voilà, et pourtant dans un sport individuel, mais tout le monde pareil, parce qu'on accompagne souvent, le tennis de table, j'accompagne plusieurs sportifs. Donc je les emmène en compétition et je vais leur dire là vous allez courir, là vous faites ça, on fait du poudron, on fait du revers, on fait du machin. Et c'est une erreur fondamentale. Et ça va durer pendant une heure. Comment ça, toi tu t'es échauffé pendant 15 minutes, ça va pas? Non, retourne-moi vite tout de suite, finir tes gammes. Alors, attention, je suis mesuré, quand on le fait avec des jeunes, on est en phase d'apprentissage, ça peut être cohérent. Je suis avec un sportif adulte, ça va, enfin Maline il les connaît, il y a des joueurs de l'équipe de France, il y en a, il leur fallait 2 heures quoi. Il y en a d'autres, et 2 heures comme ça quoi, dans ma bulle, dans mon truc, avec mon casque comme ça, et faut surtout pas m'emmerder. Et puis il y en a d'autres, ça papillonne dans tous les sens, mais ce qui est important c'est de mesurer, encore une fois, est-ce que je suis performant quand je fais ça? Parce qu'on s'en fout. On s'en fout complètement que le mec il s'échauffe. On va dire ce que nous, des fois, on pourrait percevoir, c'est n'importe quoi son échauffement. On s'en fout, c'est comme ça qu'il est performant. J'ai un ami, pour moi, c'est un des meilleurs entraîneurs du monde dans ma discipline. Et il applique, enfin, il appliquait, mais il plusieurs fois dit, les Coréens avant la compète, ils vont bouffer un McDo, quoi. Et on s'en fout. Voilà, alors c'est pas de la préparation mentale. Quoique. Mais on s'en fout. Les mecs, après, si les mecs ils gagnent, on n'a rien à foutre qu'ils aient mangé un McDo ou qu'ils se soient échauffés pendant 2 heures ou pendant 3 minutes, on s'en fout, ils gagnent. Alors après, sur ce schéma-là, pour moi ce qui est important, c'est que l'entraîneur il a la capacité, alors là encore sans doute avec un sportif un peu plus expérimenté, mais qu'il a la capacité à s'interroger et à interroger ses sportifs, en leur demandant, en leur posant la question, en échangeant avec eux, de dire ben voilà, ça convient, ça, est-ce que si on fait comme ça, ça convient? Et je sais pas, tu as besoin de toi, tu aurais besoin de quoi personnellement en plus ou de manière différente quoi. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question. Mais la difficulté, c'est que sur un sport collectif où il faut que individuellement on sache comment la personne s'adapter, mais est-ce que l'autre va accepter mais c'est pour ça que c'est rigolo. C'est ça, toute la complexité, que ce soit un sport collectif ou individuel, parce que si vous amenez 10 personnes, c'est pour ça que c'est rigolo, parce que c'est compliqué. Si c'était trop facile, on ne s'amuserait pas. Après, je vais faire aussi un petit aparté par rapport à ce côté sport collectif et sport individuel, parce que il y a des difficultés aussi collectives dans les sports individuels. J'ai deux exemples mais qui se recoupent. Alors il y a celle-là, voilà, on gère un groupe d'individus qui vont avoir des besoins différents, mais on les emmène au même moment, etc.
Et puis il y a une deuxième difficulté qui est pour moi qui est un truc qui est assez moche en plus, c'est que dans un sport individuel comme le tennis de table, il y a aussi une pratique par équipe. Ça veut dire qu'en gros, on va avoir 4 mecs qui vont se battre contre les 4 autres mecs de l'autre équipe. Ouais. Et chacun va matcher contre un truc bidule. Et on est dans des situations où à un moment, évidemment, j'ai envie de gagner, de manière personnelle, j'ai envie de gagner mon match. Puis quand je gagne mon match, je veux aussi apporter un point à l'équipe. Mais on est aussi dans des situations où mon intérêt personnel, ce serait que l'équipe elle gagne, parce que c'est toujours mieux qu'on gagne, que moi je gagne, parce que j'ai envie de personnellement, voilà, c'est ma petite fierté, c'est mon point que je vais marquer, je vais bien, mais que mon collègue de mon équipe il perde. Et ça, c'est pas, le dire comme ça, c'est moche sportivement, mais c'est vrai. Ça, c'est une réalité. Alors, me regarder comme ça, comment ça, il veut que son pote, son meilleur ami, comment ça, il veut qu'il perde. Ouais, parce que la réalité, c'est que pour moi, si moi je gagne et que lui perd, je suis devant lui. Voilà. Et quand le coach il va faire le choix de l'équipe suivante, hein, parmi les 6 joueurs dans lesquels il va choisir, je suis en concurrence avec les mecs de ma propre équipe. Et ça, c'est un élément, alors c'est un élément aussi que j'ai appris, parce que je ne pensais pas au basket. Alors je vais me dire, mais non, au basket, mais si, au basket, il y a les stats. Les stats au basket, c'est un truc phénoménal, c'est un truc de dingue. Et donc, on navigue entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Et à n'importe quel moment, c'est-à-dire quand le mec il a le ballon, je shoot ou je passe, quoi. Voilà. Et ça, c'est un truc dans le travail que je fais avec les basketteurs, que c'est super intéressant. C'est hyper intéressant. Et si on n'a pas conscience de ça, ben on peut pas comprendre et on peut pas travailler. Ouais. Donc, globalement, notre fair play légendaire, nous tous, nous amène à régler ce problème rapidement. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Dans la vraie vie, il faut le prendre en compte et il faut le traiter. Ouais. Je ne sais plus où j'en étais. Alors, et du cercle vicieux au cercle vertueux, c'est qu'en fait, il y a des boucles qui se créent comme ça. Il y a des boucles qui se créent. Et c'est intéressant, alors là encore, de le faire comprendre aux gens qu'on accompagne. C'est que si j'ai cette action-là, ça me provoque une défaite, qui me provoque une non-sélection, qui me provoque une perte de motivation, qui me provoque une nouvelle défaite. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Je vais aller dans le même camp, mais ça marche aussi, ce qu'on appelle, donc ça c'est un cercle vicieux, et ça marche aussi dans l'autre sens. Ça veut dire que j'ai corrigé ce point-là qui m'amène une progression, qui va amener des victoires, qui va amener une nouvelle sélection, qui va amener ça. Et c'est assez marrant, et ça je l'ai vécu par exemple avec un chef d'entreprise, c'était vraiment rigolo parce que sur un cycle de séances d'accompagnement, il y a eu ce moment où ça a complètement changé. Ça veut dire qu'il est rentré dans une démarche, j'allais dire, ultra positive. Et donc il est vraiment passé du cercle vicieux au cercle vertueux. Alors après, ouais, des techniques et des outils. Alors respiration, relaxation, sophrologie, hypnose, moi c'est des outils que j'utilise pas, parce que je suis pas du tout spécialiste. Alors je suis pas sophrologue, je suis pas hypnotiseur. Respiration, relaxation, ça m'arrive de les utiliser. Mais c'est pas, voilà, c'est des outils, j'en parle parce que c'est des outils qui existent et qui ont de l'efficacité. Hein, c'est pas forcément mon truc à moi, mais c'était important pour moi de les citer parce que même si j'en ai une utilisation partielle pour ce qui est respiration, relaxation, sophrologie, hypnose, j'y connais rien. Alors après, c'est un peu cette page-là, c'est un peu une liste d'outils. Donc je peux dire 3 mots. Switch attentionnel, je ne sais pas si ça vous parle. C'est d'amener mon sportif à travailler sur quand il se passe ça, il faut que j'amène ça. Alors c'est presque j'allais dire bestial, j'y reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure. C'est cette situation-là va provoquer chez moi cette réponse-là. Je vais prendre un exemple avec certains sportifs. La capacité, j'ai acquis la capacité à identifier un moment de stress qui arrive à ce moment-là. Comment je construis, hein, ça, et après on rentre dans il faut l'ancrer, c'est-à-dire qu'il faut travailler dessus pour l'ancrer. Je construis alors, une image ou une sensation que je vais être capable d'aller chercher, qui fait qu'en fait je switch, je sors de cette situation pour en amener une autre. Ouais. Rappel intuitif, alors ça c'est un outil qui permet, alors c'est un petit peu dans le même état d'esprit, qui permet à un moment de focaliser son attention sur quelque chose de précis. Hein, par exemple, alors je vais avoir sur ma raquette une petite marque qui fait que, alors c'est con, hein, mais ça marche, une petite marque sur ma raquette qui fait que, là aussi quand je suis dans cette situation-là, cette petite marque-là, elle va me rappeler que c'est le moment où
les moments importants de fin de match, hein, elle va me rappeler qu'il faut que je reste dans la même dynamique de prise de risque, hein, qu'il faut que je conserve la stratégie que j'avais utilisée au départ. Ouais. Donc il y a un petit outil, une pastille des fois, alors c'est ça je l'ai vu à la voile, hein, ou sur le bateau il peut y avoir une marque qui fait que c'est le mec qui passe devant son bateau, puis il voit cette marque-là et ça lui rappelle toujours de se remettre dans un état d'esprit ou de se remettre dans une action particulière. Le discours interne, sans rentrer dans le détail, c'est ce que je me raconte. Qu'est-ce que je me dis au moment de l'action. Et le travail sur le discours interne, c'est d'être capable d'amener un discours interne positif. Ça veut dire que quand je suis dans cette situation-là, systématiquement, je me dis mon entraîneur il va pas être content. Et je dois être capable, alors un peu comme le switch, je dois être capable de changer mon discours interne et de me dire dans cette situation, j'adore ça parce que c'est balle de match. C'est des exemples évidemment. Alors métaphore de l'animal, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des actions qui sont parfois un peu bestiales. C'est un travail qui fait que on va être capable d'amener un sportif. Alors comment je pourrais l'expliquer ça de manière rapide. On va être capable d'amener un sportif à être comme l'animal qu'il aime ou qu'il se représente, okay, et de calquer son action comment aurait fait l'animal que je voudrais être. Ouais, ça résume peut-être qu'est-ce qu'aurait fait l'animal que je voudrais être. Exemple dans un sport d'opposition, le renard. Pourquoi le renard il est malin? Moi je suis malin, d'accord, je suis malin comme un renard. Et donc dans une situation donnée, hein, par rapport à une situation, à un moment de compétition, je vais être le renard. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à ce moment-là? Ah, là il faut que je sois malin. Ensuite, alors dans les techniques et outils qu'on va utiliser pour travailler sur cette faiblesse ou sur cette force, c'est se confronter à la situation et sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'à un moment, pour mieux appréhender, ça on en a parlé tout à l'heure par rapport à l'entraînement, ça sert à ça, hein, pour mieux appréhender cette situation qui me stresse, je vais m'y confronter. Dans la situation qui me stresse, mais ça peut être aussi dans la vie quotidienne. Ça c'est des trucs, alors avec des jeunes sportifs, j'ai un exemple récent, mais en gros tout me stresse parce que j'ai pas confiance en moi, et quand tu es dans la voiture et que maman elle te dit tiens tu vas me chercher une baguette, c'est ça, hein, c'est la vraie vie quoi. Tu vas me chercher une baguette dans la boulangerie, la gamine elle veut pas y aller quoi, pas y aller parce qu'elle n'a pas confiance en elle pour aller chercher sa baguette dans la boulangerie. Se confronter à la situation, sortir de sa zone de confort, c'est ce jour-là, maintenant, enfin demain tu vas y aller, c'est toi qui vas te lever pour aller chercher la baguette. Et puis évidemment, c'est se confronter à la vraie situation, hein, dans le match. Et puis après, apprendre à aimer la situation, alors pour moi c'est fondamental, et quand on va vers le très haut niveau, on doit passer d'une situation où non seulement je suis capable d'assumer cette pression et cette difficulté, mais je l'aime quoi. C'est-à-dire que j'adore ça quand je suis dans cette balle de match, ou j'aime un peu moins quand l'autre a balle de match, mais j'adore cette situation d'extrême tension, hein, c'est ça qui me fait vibrer. Alors j'allais dire, mais ça c'est pour la petite histoire et pour l'expérience sans exagération, moi c'est ce que j'aimais, c'est ce que j'adorais quand j'étais sur le banc, hein, c'est le match qu'on va gagner 3-0, 3-7-0, 11-3, 11-8, 11-9, c'est sympa parce qu'on a gagné, mais c'est pas le match que j'adorais vivre en tant que coach, c'est celui où il se passait, où il y avait, voilà, c'est je gagne, je perds, je gagne, je perds, quoi. Et puis j'ai eu un joueur, tiens, Maline tu le connais, qui s'appelle Dimitri, tu vas voir tout de suite de qui je parle. Lui il aimait tellement ça qu'il s'y mettait tout le temps, donc ça c'était un petit peu pénible. Et quand je dis qu'il s'y mettait tout le temps, c'est le mec il n'a jamais été capable de gagner 11-5, impossible, parce qu'il aimait tellement ce moment de tension que s'il menait 10-3, t'étais sûr que ça allait faire 19. Il allait se démerder inconsciemment pour que l'autre remonte, pour se retrouver dans cette situation de tension. C'est pas un objectif. Et puis ensuite, vos exercices techniques et physiques pour travailler mentalement, ça c'est ce que vous allez faire au quotidien, hein, dans vos entraînements. Alors je vais pas dire que je suis pas d'accord avec ce qui s'est dit tout à l'heure, mais moi je pense pas que ce soit possible sur chacun des entraînements, à chaque fois, d'être dans la situation de match. Parce que la situation de match elle est unique, c'est un moment qu'on va vivre sur plusieurs week-ends dans l'année, hein, éventuellement très souvent dans l'année, mais c'est une situation qui arrive à un moment. Et je crois que vouloir être systématiquement dans la situation de match à l'entraînement, c'est une erreur. Après, moi, j'étais assez fan d'une méthode, enfin en tout cas d'une manière de fonctionner quand j'étais entraîneur, avec des moments où j'apprends à jouer, j'apprends à faire mon coup droit, j'apprends à faire mon revers, là j'apprends à jouer. Et justement,
il faut que je m'autorise l'erreur, parce que je ne peux pas apprendre à jouer, je ne peux pas progresser si je refuse l'erreur. Hein. Donc là, je m'autorise l'erreur, et l'erreur ne doit m'apporter aucun stress. Et d'autres moments où j'apprends à gagner, et où là, on va se mettre dans une situation où je m'interdis cette erreur, ou en tout cas, je dois montrer ma performance. Et je crois que quand on est trop souvent en train de travailler sur je veux être pendant mon entraînement comme je suis en compétition, je pense qu'on démystifie la compétition. C'est-à-dire que des fois, ça devient tellement une routine que finalement, ça ne provoque plus la réaction souhaitée. Hein, si je vais donner un exemple, quelque chose que vous utilisez tous à l'entraînement, c'est du comptage. Je vais mettre du comptage parce que ça me met dans une situation où j'ai un objectif et il va falloir que je réponde à l'objectif. Donc c'est typiquement la situation de compétition, ça provoque un peu de stress, éventuellement je me mets dans la situation où tout le monde me regarde, et je dois enchaîner 10 fois, je dois réaliser 10 fois de suite sans rater une situation. C'est super intéressant, hein, parce que voilà, je suis dans cette notion, il faut que je réussisse, et il y a ce stress parce qu'il faut que ce soit 10 fois sans faire d'erreur, et puis il y a ce stress parce que les autres qui me regardent. Ouais. Donc si je fais ça, c'est bien, mais si je le fais tous les jours, à un moment ça ne sert plus à rien, parce que je m'en fous. Je m'en fous. C'est trop répétitif pour que ce soit encore efficace. Donc je pense qu'il faut vraiment arriver à l'entraînement, et on en a parlé un petit peu sur le sujet Covid. Il y a des entraîneurs, ils ont recréé la situation de compétition à l'entraînement. Comme j'ai pas de compète, je vais la recréer à l'entraînement. Alors le RMB par exemple, pendant la période où ils étaient sans compétition, il y avait des matchs amicaux. Ils organisaient des matchs amicaux. C'est en train de se passer au CRJS avec des disciplines où ils sont en train de mettre en place un programme de matchs amicaux. Alors évidemment avec les mesures sanitaires, vous imaginez bien dans quelles conditions, mais ça remet à la fois des moments de ce qu'est un match amical, c'est-à-dire la possibilité de se confronter à une difficulté de compétition, tout en la considérant comme un moyen de s'entraîner. Hein. Et donc voilà, dans les exercices, alors aussi j'ai mis aussi exercice physique, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de travail mental qu'on peut faire particulièrement dans l'exercice physique quand c'est très dur par exemple, pour amener à accepter l'effort, la douleur. Donc voilà, et ça c'est ce que vous faites au quotidien. Je vais revenir juste sur une petite chose aussi. On a parlé tout à l'heure du discours positif, hein, du langage positif. Ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup aussi, parce qu'on se rend compte que, alors je pense que c'est une caractéristique française de regarder ce qui va mal, et que ça se traduit jusqu'à notre vocabulaire, hein, jusqu'au vocabulaire qu'on utilise. Par exemple, bon là ça va pas être un très bon exemple vu ce que je vois dehors, mais quand il y a un petit peu de soleil, on dit il fait pas mauvais. Mais il fait pas mauvais, c'est quand même un peu moins porteur qu'il fait beau. Mais nous on dit il fait pas mauvais. Ouais. Tout à l'heure, si ça va être pour toi Sylvain. Sylvain il a dit n'hésitez pas à poser une question. Il n'a pas dit penser à poser une question, il a dit n'hésitez pas à poser une question. Et ça, mentalement, dans n'hésiter, alors c'est pas, excuse-moi, je suis chargé, tiens, on prendra pour faire les petits déj du CRJS. C'est noté toujours petit dans n'hésitez pas à poser une question, il y a hésiter. Et mentalement hésiter, ça amène un élément qui est négatif, c'est con, mais tous les jours, tout le temps comme ça, c'est quelque chose qui est pesant. Et donc je pense que, mais j'en fais partie, hein, je veux dire, je vais souvent aussi dire c'est pas mal. Ah, alors, même si je me connais et je connais cette situation, donc j'essaie d'y faire attention, mais quand un gamin il dit j'ai eu 12 en maths, c'est pas mal, bof quoi, c'est bien, ça n'a rien à voir. Et au fil des phrases, des jours où on répète cette situation, soit on ramène quelque chose d'anxiogène, parce que le langage négatif c'est anxiogène, soit on surfe sur quelque chose qui est porteur, et le langage positif c'est porteur. Donc essayez dans vos formulations d'utiliser du langage positif. Vous savez, j'ai pas dit faites attention à ne pas utiliser du langage négatif, mais ça m'arrivera plein de fois. Souvent, si je peux me permettre, souvent j'entends pourquoi tu as fait ça. Et pourquoi il induit un jugement. Si vous pouviez utiliser comment, c'est peut-être plus intéressant parce que vous allez amener votre athlète à verbaliser. Je vous remercie de votre attention. Moi j'ai une petite question, enfin une petite question, donc une grande question.
la gestion du stress avec le retour du public dans les salles, dans les stades, est-ce que ça va être à appréhender pour les athlètes ou pas? Parce qu'aujourd'hui, on dit jouer sans public, c'est pas simple, mais en même temps, on a évoqué le fait que le public, il est là et il faut faire avec. Moi, ma conviction par rapport à ça, c'est que oui, il faut l'appréhender, mais justement comme quelque chose de positif. Ça veut dire que, en fait, moi par exemple, alors c'est surtout avec les basketteurs, parce qu'ils n'ont plus de public, ils pratiquent sans public. Et je me suis interrogé, je me suis dit, tiens, comment ils vont le vivre? Mais moi, je me suis interrogé du point de vue positif. Enfin, moi, je trouvais ça négatif qu'il n'y ait pas de public. Là, c'était une perception, c'était dans ma tête à moi. Et donc, j'ai interrogé les sportifs que j'accompagne, et les réponses sont diverses, ça va du « m'en fous » jusqu'à oui, c'est un peu embêtant. De ne pas avoir public. De ne pas avoir public. Ouais, de pas avoir public. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, ce qui est important, c'est d'aller chercher le côté positif du retour du public. Et je trouve que, on parlait de langage, mais la présentation de l'entraîneur, si l'entraîneur il présente les choses, alors ici je vais être très basique, mais si je présente les choses en disant, bon, là le public va revenir, mais restez quand même concentrés, et vous laissez pas distraire, et ça risque d'être un petit souci. Si l'entraîneur il présente les choses en disant, là le public va revenir, ça va être génial, on va retrouver nos supporters, on va retrouver une ambiance qu'on a tous aimé, tu vois, donc rien que dans la manière je pense que la manière de présenter l'entraîneur, elle va être fondamentale par rapport à ça. Quelle que soit la source de la perturbation, on a vu qu'à un moment donné, pour gérer le stress, il faut que vous ameniez votre athlète à se préparer sur ce qu'il maîtrise. Donc, quelle que soit l'activité, vous avez des situations qui sont programmées. Le public en fait partie, qu'il soit là ou pas là. L'important, c'est que si vous voulez éviter le doute ou amener à des stratégies inadaptées, il faut qu'en face de ces situations, votre athlète sache ce qu'il a à faire. Et se préparer en fonction de ça. L'idée, c'est d'évacuer le doute et qu'à un moment donné, lors de la situation de compétition, il soit dans la pensée. Alors qu'on a vu tout à l'heure que lors de la compétition, l'une des lois essentielles pour être performant, c'est de se détacher de cette pensée-là. Pour ça, il faut qu'en amont, et pas le jour J, les athlètes, qu'ils soient chevronnés ou jeunes, arrivent à se centrer sur ce qu'ils maîtrisent plutôt que sur ce qui ne dépend pas d'eux. Donc l'idéal, c'est de préparer sur ces temps-là où là on a le temps, de faire ces checklists de tout ce qui est parasite, pour qu'en face, on ait les parades et qu'on les ait travaillées pendant l'entraînement pour se mettre dans des conditions qui amènent au détachement de la pensée. Donc aujourd'hui, les entraîneurs doivent intégrer ça. Et surtout, savoir si... C'est-à-dire que dans l'année où on a du public tout le temps, c'est quelque chose qui est... public ou pas, il faut qu'en face de ça, l'athlète il sache ce qu'il a à faire. S'il n'y en a pas, qu'est-ce que je fais? S'il y en a, qu'est-ce que je fais? On a des entraîneurs, et moi honnêtement j'en fais partie, en fait, qui arrivent à se nourrir de ça. Clairement. Voilà. Et d'ailleurs que ce soit un public qui soit favorable ou d'ailleurs complètement défavorable à notre cause. Et à côté de ça, en fait, il y a des joueurs qui mentalement vont complètement exploser, quoi. Enfin, on parlait de Renaud Lieni, mais je veux dire, aujourd'hui, nous, au rugby, très clairement, on a reçu un club il n'y a pas très longtemps chez les U21. Ils avaient fait le choix, et d'ailleurs, ils ont bien fait de le faire. Ils avaient fait un bus de 50 personnes, il y avait 23 joueurs et il y avait 20 mecs hors groupe. Ah, je peux vous dire que les 20 mecs hors groupe, ils ont clairement eu une incidence directe sur la performance terrain. On est sur le schéma, fuir ce qui est, fuir la contagion, voilà, et des fois je peux pas la fuir. Des fois c'est pas mal si vous êtes tous dans le même bus et qu'il y en a qui amènent des éléments négatifs. Ah non, mais c'est sur, en fait, dans le complexe sportif. Et aujourd'hui c'est une stratégie. Il faut que j'apprenne. Donc voilà, j'apprends à faire avec. On a reçu Béziers. Béziers s'est fait avoir en Pro D2 sur la première journée qui s'est passée sans public. Il reçoit Soyons-Angoulême d'ailleurs qui a eu un nombre de matchs importants sans victoire. Par contre, ils ont été gagnés à Béziers.
Et en fait, ils avaient fait le choix de mettre tout leur hors-groupe. Là, on parle de monde professionnel, hein, je parle même pas sur la formation. En fait, ils avaient fait le choix de mettre tout leur hors-groupe. Et aujourd'hui, en fait, tout leur hors-groupe, dans les tribunes, ont une incidence directe. Et nous, les Biterrois, ils nous l'ont dit. On était à la restitution, ils ont fait, mais on s'est fait surprendre, vraiment. On s'attendait à ce que ce soit un stade vide et creux. En fait, on s'est rendu compte que tout ce qui était dit était contre nous. Et en fait, depuis, beaucoup de clubs s'organisent pour mettre leur hors-groupe sur des déplacements. D'ailleurs, maintenant, ça pose des problèmes dans le rugby, puisqu'il y a énormément d'arbitres maintenant qui demandent à la vidéo ciblée qui sont-ils. C'est ça, en fait, c'est l'anticipation. Exactement. C'est l'anticipation. Ça veut dire que votre job concerne encore une fois ce travail préparatoire de, en face de ces situations potentielles, qu'est-ce que mon groupe, qu'est-ce que mon athlète, quelle stratégie parade il a et comment je l'ai travaillé. Sinon, j'oserais, tant pis, je vais aller et je vais provoquer, mais c'est faute professionnelle. Et on est dans un environnement qui peut être, c'était ça la notion d'environnement instable. L'environnement il est instable, c'est-à-dire qu'une fois ça va être ça, une fois ça va être autre chose. Il faut que je me prépare globalement à ça. Je vais devoir reprendre la main pour contrôler le temps, puisqu'il est l'heure. Forcément, les contenus sont très riches. Et merci encore aux intervenants, Christophe, David, c'était vraiment très riche. Et merci aussi à Louise pour la technique, parce que grâce à toi, tout est enregistré, on va pouvoir le diffuser au réseau avec votre accord bien sûr. Et puis merci aux présents aussi, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une certaine barrière quand même avec le distanciel. Donc il y a quand même une quinzaine de personnes présentes en distanciel, une douzaine ici. On va continuer justement ce procédé qui permet à beaucoup de personnes de participer au débat. Je tiens moi justement à ce présentiel et je voulais juste évoquer avec vous la suite, puisque j'ai pas de rendez-vous aujourd'hui précis à vous proposer pour un prochain atelier. Mais bon, j'ai beaucoup de candidats et de thématiques à vous proposer, et vous êtes aussi évidemment force de proposition. Donc vous avez la main pour faire vivre vos ateliers techniques. Donc si vous avez des propositions à faire pour des lieux, des intervenants, des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi et puis on organisera ça dans le calendrier. Donc encore une fois, un grand merci aux intervenants, merci à la Ligue, au comité régional de gymnastique. Et puis écoutez, bonne journée et à très